Shine-chan, assis et pensif, exprime son ressentiment envers les femmes, affirmant qu'elles ne lui apportent jamais rien de bon. Il semble perdu dans ses pensées, incapable de comprendre pleinement ses propres sentiments. Une fille souriante et confiante discute avec une camarade, affichant une attitude légère et insouciante. Dans le couloir, le protagoniste croise plusieurs élèves, son regard trahissant une certaine indifférence face à leur joie apparente. Shine-chan, appuyé contre le mur dans le couloir, observe la scène avec une expression distante. Une camarade enthousiaste s'approche de lui en le complimentant, tandis qu'il reste impassible face à ses avances. Autour, l'agitation de la vie scolaire continue sans qu'il y prenne part. Shine-chan, sarcastique, interroge ses amis sur l'intérêt porté à Tuka-chan, montrant son scepticisme. L'un d'eux défend ardemment la fille, vantant sa beauté et sa supériorité sur les idoles. Malgré les taquineries, la discussion révèle une certaine admiration partagée pour Tuka-chan, tandis que le protagoniste reste distant mais attentif. Un camarade taquine le protagoniste en lui demandant quel type de fille il préfère, tandis qu'un autre exprime son malaise face à une imitation exagérée de Tuka-chan. Shine-chan semble soudain songeur, réfléchissant à la question posée. Pendant ce temps, deux élèves discutent tranquillement dans le couloir, contrastant avec l'ambiance plus animée autour du protagoniste. Shine-chan exprime son cynisme envers les femmes, affirmant qu'elles n'apportent jamais rien de bon. Il se sent incapable de comprendre leurs pensées et leurs intentions, renforçant son sentiment de distance et d'incompréhension face à elles. Shine-chan doute que les filles soient vraiment les mêmes créatures que lui, exprimant son scepticisme. Il s'interroge sur ses propres paroles, se demandant s'il en fait trop, mais persiste dans sa réflexion. Une fille lui adresse un sourire doux, suggérant qu'au moins, lui, il est différent. Shine-chan remarque avec surprise que Tuka-chan lui a souri, ce qui le laisse perplexe. Malgré cela, il reste convaincu que les femmes n'apportent jamais rien de bon. Il observe la scène à travers la fenêtre, renforçant son sentiment de distance et de méfiance. Shine-chan décide de retourner en classe, mais il est rapidement rejoint par deux camarades qui veulent l'accompagner. Une jeune fille aux lunettes, tenant des livres, les croise et leur lance un regard sérieux, les mettant en garde avec un simple « sois prudent ». Alors que le protagoniste avance dans le couloir, il entend à voix basse que Shikimura-san est vraiment effrayante. Il croise le regard sérieux d'une camarade aux lunettes, puis se fait doucement tapoter l'épaule par un ami, ce qui le fait légèrement sourire, intrigué. Satsuki arrive en retard, saluant Shine-chan avec un sourire espiègle et un geste décontracté. Shine-chan, surpris, lui fait remarquer qu'il est déjà midi, tandis qu'un camarade s'amuse de la situation. Satsuki explique qu'elle ne s'est pas vraiment réveillée tard, mais qu'elle a simplement passé la matinée à regarder la télévision. Une camarade interpelle Shine-chan, lui demandant s'il a vu les informations. Intrigué, il répond par la négative. Elle lui révèle alors que le corps de la dernière victime du tueur fantôme en série a été retrouvé, ajoutant un ton à la fois sérieux et presque moqueur. Les élèves discutent avec inquiétude du nombre croissant de victimes du tueur fantôme en série et s'interrogent sur l'inaction de la police. Satsuki avoue qu'elle a passé la matinée à suivre les informations à la télévision, ce qui explique son retard. Avec un sourire malicieux, elle taquine Shine-chan en soulignant le danger de la situation. Shine-chan reste sceptique face à l'affaire du tueur fantôme en série, la trouvant banale et peu crédible. Pourtant, la réalité est bien là. Depuis plus de 6 mois, 5 victimes ont été retrouvées à Kisaragi, toutes poignardées sans distinction. Le coupable, lui, reste toujours introuvable. Le tueur fantôme reste toujours introuvable, malgré les efforts. Notre héros, d'abord sceptique, semble maintenant revoir son jugement. Une nouvelle prise de conscience s'installe, marquant un tournant dans son attitude face à l'affaire. Qu'elles soient femmes ou non, les personnes étranges restent étranges. C'est ainsi que fonctionne ce monde, où chacun porte ses mystères et ses secrets. Shine-chan remarque une fille étrange qui semble l'observer en silence dans un couloir désert. Cette présence mystérieuse l'intrigue et accentue le sentiment que chacun cache ses propres secrets. Une nouvelle énigme se dessine autour de cette jeune fille singulière. La jeune fille étrange tend un livre au protagoniste, affirmant lui avoir apporté ce qu'il avait demandé. Ce dernier, surpris, accepte avec un remerciement hésitant. Leur échange reste silencieux, chargé d'une atmosphère mystérieuse. Une fille au regard sombre interpelle le protagoniste, l'accusant d'avoir de nouveau parlé à une certaine femme ce midi. Elle affirme que c'est son devoir d'observer ses agissements. Le jeune homme, surpris, confirme ses soupçons. Cette mystérieuse fille se nomme Banju Yoruko. Yoruko est une fille étrange, solitaire, qui ne parle jamais pour rien dire et passe tout son temps à lire.
Shain-chan se souvient l'avoir approché dès sa première année pour une affaire mineure, ce qui a peu à peu instauré entre eux un échange de quelques mots à chaque rencontre. Pourtant, un jour, elle l'a appelé Shinya-sama, marquant un tournant inattendu. Yoruko affirme que, dans une vie antérieure, le protagoniste était le roi d'un petit pays, et elle, une chevalière chargée de le protéger. Elle se met alors à lui raconter longuement cette histoire, qu'il perçoit comme un délire obsessionnel et psychotique. Malgré tout, il se souvient de cette étrange appellation, Shinya-sama. Une fille sombre et déterminée ordonne au protagoniste de ne plus jamais parler à cette mystérieuse femme, l'accusant de mauvaises intentions. Elle le met en garde avec insistance, lui rappelant qu'elle lui a déjà demandé cela et le questionne sur son titre prétentieux de « chevalier ». Le jeune homme, visiblement agacé, réplique sèchement que cela ne la regarde pas. Shain-chan, visiblement agacé, annonce qu'il doit aller rencontrer quelqu'un, sans vouloir en dire plus. La fille sombre lui demande où il va, mais il lui répond sèchement que cela ne la regarde pas et lui ordonne de ne pas le suivre. Elle reste là, immobile, tandis qu'il s'éloigne dans l'escalier. Shain-chan arrive devant un interphone et répond à l'appel, d'une voix calme. Il s'identifie avant d'être invité à monter. Il pénètre ensuite dans un bâtiment, l'air déterminé. Shain-chan arrive à destination et sonne à la porte. Une femme lui ouvre, le regardant attentivement avant de lui demander s'il est en retard. Il la rassure, et elle lui ordonne alors de se préparer, visiblement déterminée. Shain-chan, un sourire cruel aux lèvres, frappe violemment la jeune femme attachée et aveuglée, qui pousse un cri de douleur. Malgré la souffrance, elle semble résister, son visage marqué par l'effort et la tension. La scène dégage une atmosphère de violence et de domination. Shain-chan hurle des insultes violentes à la jeune femme aveuglée, la traitant de manière dégradante. Elle sanglote, bredouillant des excuses, submergée par la peur et la douleur. Sa souffrance est palpable, tandis que la tension dans la pièce atteint son paroxysme. Shain-chan explique qu'il n'a pas ce genre de passe-temps, mais que pour Shikimura Masami, cette violence est sa façon de jouer. Il se remémore leur rencontre au collège, où Masami était une élève modèle, reconnue pour son sérieux et son comportement exemplaire. Shain-chan révèle que Masami avait déjà ses penchants à l'époque du collège, bien qu'elle les ait toujours gardés secrets. Par un hasard, il a découvert cette facette cachée de sa personnalité. Depuis, elle a trouvé un compagnon pour partager ce hobby étrange qui lui est cher. La jeune femme, haletante et en larmes, bredouille des remerciements tremblants, submergée par la peur. Une voix brutale la rabaisse encore, lui ordonnant de nettoyer le désordre. Shain-chan observe la scène en silence, impassible, tandis que la tension ne faiblit pas. Shain-chan, visiblement fatigué par la chaleur, croise une jeune fille à l'allure sombre qui le suit malgré ses avertissements. Elle le met en garde contre son implication avec une personne de rang modeste, mais il défend fermement son ami, refusant de se laisser intimider. Leur échange se déroule devant un grand immeuble, marquant la tension entre eux. Shain-chan, seul dans sa chambre, pousse un profond soupir en s'étirant, visiblement épuisé. Le silence est seulement interrompu par le tic-tac régulier d'une horloge, tandis que son regard se perd dans le vide. Autour de lui, les objets du quotidien semblent figés dans le temps, accentuant cette sensation d'attente et de lassitude. Shain-chan reçoit un message urgent l'invitant à rejoindre le parc immédiatement. Intrigué, il sort de chez lui pour s'y rendre. Dans la rue, une silhouette féminine mystérieuse l'observe discrètement depuis l'ombre. Shain-chan refuse catégoriquement la compagnie qu'on lui propose, préférant rester seul. Pourtant, la jeune fille insiste, déterminée à l'accompagner malgré son refus. Il se retrouve alors à marcher dans une ruelle, songeur et légèrement agacé, se demandant pourquoi il a l'impression d'être constamment poussé par des femmes. Shain-chan se remémore Satsuki, son amie d'enfance, une fillette pleurnicharde qui le suivait partout. Il se souvient qu'elle a déménagé loin il y a 10 ans, et il n'aurait jamais imaginé les revoir un jour. Soudain, cette même Satsuki réapparaît devant lui, un sourire énigmatique aux lèvres. Satsuki, avec un sourire étrange, annonce fièrement avoir trouvé un cadavre, mais c'est une plaisanterie macabre. Shain-chan, impassible, réalise à quel point elle a radicalement changé en 10 ans. Shain-chan interroge Satsuki sur l'identité de la personne présente, mais elle répond de manière évasive. Amusée, elle insiste pour que Shain-chan soit le premier à voir ce qu'elle a trouvé, tout en se montrant légère malgré la gravité de la situation. Finalement, le protagoniste décide de partir, prétextant un nouvel anime à regarder, laissant Satsuki seule avec le cadavre. Shain-chan conseille à Satsuki de rentrer chez elle, soulignant qu'elle est une fille et devrait être prudente. Satsuki, amusée,
le remercie avec un sourire malicieux avant qu'il ne s'éloigne. En quittant les lieux, il jette un dernier regard en arrière, partagé entre curiosité et méfiance. Shin-chan refuse catégoriquement d'avoir un compagnon, affirmant qu'il n'en a pas besoin. De son côté, Satsuki affiche un sourire malicieux, caché derrière un mur, tandis que la nuit s'installe lentement dans la rue déserte. Tsubasa Tuka, avec un air indifférent, rejette la préoccupation de Shinya comme inutile. Elle s'excuse en souriant malicieusement, prétendant s'inquiéter pour lui. Dans un dernier plan, son expression douce cache une obsession inquiétante, elle est son stalker. Tsubasa met en garde Shinya contre le danger que pourrait représenter une certaine femme, insistant pour qu'il ne soit jamais seul. Shin-chan défend cette femme, sa vieille amie d'enfance, affirmant sa confiance en elle pour protéger Shinya. Malgré tout, il soupire, visiblement un peu exaspéré par la situation. Shin-chan exprime son mépris envers les femmes, les jugeant inutiles. Satsuki le taquine en lui reprochant de penser ainsi, tandis qu'elle-même trouve les garçons tout aussi mystérieux. Shinya la réprimande en lui demandant de ne pas lire dans les pensées des autres. Shin-chan avance dans une rue déserte, son regard profond et vide ne trahit aucune émotion, même face à la mort, ses yeux, d'une intensité glaciale, restent impassibles, reflétant un vide intérieur inquiétant. En contraste, un autre regard, doux et admiratif, observe cette froideur avec fascination. Shin-chan et la jeune fille échangent des paroles teintées de mystère et d'ironie, évoquant des rêves étranges et des sentiments confus. Malgré la légèreté apparente, une tension sous-jacente se fait sentir, notamment quand ils menacent avec un sérieux décalé. Leur complicité se mêle à une ambiance à la fois banale et singulière, marquant un quotidien où l'ordinaire côtoie l'insolite. Notre héros feuillette un journal local où l'on parle du mystérieux Phantom Killer de Kisaraji Town. Malgré cette menace, il remarque que le monde semble en paix aujourd'hui, ou du moins, c'est ce qu'il ressent en lisant les nouvelles. Une ambiance tranquille règne dans la librairie où il se trouve, contrastant avec les événements évoqués. Shin-chan croise une camarade de classe qui l'accueille joyeusement, mais il répond avec indifférence. Elle tente de lui parler de l'horoscope du jour, mais il ne montre aucun intérêt. La scène se déroule dans un quartier paisible, illustrant la routine quotidienne. Shin-chan et sa camarade remarquent l'arrivée d'une équipe de télévision venue filmer en pleine campagne. Elle exprime de la compassion pour ces citadins obligés de se déplacer si loin, mais le jeune homme lui reproche en souriant, avec une pointe d'ironie, d'être responsable de cette situation. Une atmosphère à la fois légère et taquine s'installe entre eux, tandis qu'elle semble vouloir lui proposer quelque chose. Elle taquine le jeune homme en rêvant à une interview télévisée qui le ferait repérer par une célébrité, mais il la corrige avec fermeté. Leur complicité s'exprime dans leurs regards et sourires malicieux, tandis qu'ils échangent. Ils remarquent avec exaspération que les vrais responsables de cette agitation médiatique sont juste devant eux. Shin-chan remarque, intrigué, une jeune fille élégante et mystérieuse qui s'avance d'un pas assuré dans la rue. Son allure singulière contraste avec l'environnement ordinaire, attirant immédiatement son attention. Il semble se demander qui elle peut bien être. La jeune fille mystérieuse déploie un élégant parapluie noir orné de dentelles, accentuant son allure raffinée et énigmatique. Son regard perçant capte l'attention, renforçant l'impression qu'elle ne laisse rien au hasard. Shin-chan reste figé, intrigué par cette présence singulière qui semble hors du temps. Le groupe d'élèves observe avec une certaine distance la jeune fille mystérieuse, dont la silhouette imposante et le parapluie orné captivent l'attention. Son allure élégante et déterminée domine la scène, tandis que le regard du protagoniste se fixe sur elle. Intrigué, un léger sourire énigmatique apparaît, suggérant qu'elle détient un secret important. Un sourire narquois éclaire le visage de la jeune fille mystérieuse qui interpelle directement le protagoniste avec une assurance déconcertante. Ce dernier, accompagné de deux filles au regard blasé, semble imperturbable face à cette provocation. Il pense intérieurement que malgré cette rencontre, il reste encore beaucoup de femmes inutiles autour de lui. Shin-chan observe la scène urbaine animée, prêt à présenter les personnes qui l'entourent. Dans la salle de classe, un jeune homme au regard perçant se détache. Son nom est Junta. Shin-chan demande à un camarade de prévenir le professeur qu'il se rend à l'infirmerie. Ce dernier, surpris, essaie de comprendre où il va vraiment, suspectant qu'il va sécher les cours. Ignorant les questions, le protagoniste se lève et quitte la classe, tandis que ses camarades l'interpellent bruyamment. Shin-chan arrive devant l'infirmerie et pousse doucement la porte coulissante. Une infirmière, l'air indifférent, sort de la pièce. Il jette un regard méfiant à l'intérieur avant d'entrer, prêt à poursuivre ses plans. Dans ce lycée Yukokan, une présence singulière se fait sentir. Une princesse et un démon cohabitent dans cet environnement. Shin-chan,
immobile devant une porte, semble conscient de cette dualité mystérieuse qui règne ici. Shin-chan pénètre dans l'infirmerie, un lieu calme et un peu déserté, il s'avance entre les rideaux suspendus, scrutant les alentours avec prudence, son regard se pose enfin derrière un des rideaux, prêt à découvrir ce qui s'y cache. Shin-chan découvre enfin celle qu'il cherchait, Uchida Yumeji, la mystérieuse belle au bois dormant, elle incarne l'une des deux figures énigmatiques qui hantent ce lycée. Shin-chan s'approche doucement de Yumeji, posant sa main près d'elle avec une certaine hésitation, il prononce son nom, brisant enfin le silence qui régnait dans la pièce, lentement, ses yeux s'ouvrent, marquant le début d'un réveil attendu. Yumeji ouvre lentement les yeux et s'adresse doucement au protagoniste en l'appelant par son nom, une ambiance calme et presque suspendue s'installe, tandis qu'il observe la jeune fille se redresser doucement, le silence de l'infirmerie est enfin brisé par ce réveil tant attendu. Elle s'étire en souriant, heureuse d'avoir bien dormi, Shin-chan, un peu surpris, lui rappelle qu'il prend soin d'elle pour cette raison, elle le remercie chaleureusement en recevant un paquet de journaux qu'il lui tend. Yumeji s'excuse de déranger le protagoniste, qui lui conseille d'acheter un téléphone portable, elle avoue ne pas aimer les machines, ce qui le laisse un peu perplexe, malgré tout, elle sourit en tenant les journaux, tandis que le narrateur rappelle qu'elle passe la majeure partie de ses journées à dormir. Incapable de rester éveillée, elle doit toujours dormir, une condition avec laquelle elle est née, dans les pires cas, elle peut passer plusieurs jours d'affilée sans se réveiller. Elle fait de son mieux pour aller à l'école, mais ne quitte jamais l'infirmerie, plusieurs élèves et membres du personnel l'ont déjà vue endormie sur place, c'est ainsi qu'elle a hérité du surnom de « Belle au bois dormant ». Yumeji n'a que très peu de temps pour elle-même, ce qui limite fortement ce qu'elle peut faire, son unique passe-temps est donc de suivre avec sérieux les événements du monde, même s'ils ne la concernent pas directement, cette habitude lui permet de rester connectée à la réalité malgré sa condition. Le sujet qui captive récemment son attention est le mystérieux tueur fantôme de la ville de Kisaragi, elle trouve ce surnom honteux et s'interroge sur le sens réel de cette affaire, d'autant plus que le coupable a déjà fait 6 victimes sans être arrêté, en tant que citoyenne de Kisaragi, elle s'étonne de l'absence d'informations précises, malgré le désordre laissé sur les scènes de crime, et se demande si les autorités manquent de renseignements ou de capacité d'enquête. Shin-chan semble hésiter lorsqu'on lui demande son avis, répondant finalement avec un sourire vague, il s'excuse rapidement et annonce qu'il doit partir, malgré la demande de la jeune fille de rester un peu plus longtemps, elle le regarde partir, visiblement un peu déçue. Shin-chan s'excuse doucement et, malgré la tristesse visible de la jeune fille, il lui demande de faire comme d'habitude, il lui souhaite une bonne nuit en posant une main réconfortante sur sa tête, elle répond avec un sourire fatigué, puis il quitte la pièce, laissant la jeune fille s'endormir paisiblement. Une créature menaçante surgit soudainement, les bras tendus vers le protagoniste, qui reste impassible face à cette apparition inquiétante, le silence pèse lourd tandis que l'atmosphère se fait plus oppressante, puis, un bruit sourd retentit, marquant la fin brutale de ce moment. Une jeune fille au sourire malicieux attrape le protagoniste par surprise dans les toilettes, couvrant sa bouche pour l'empêcher de crier, elle rit doucement, révélant qu'elle l'attendait depuis un moment, tandis que lui lutte pour se libérer, l'atmosphère devient soudainement tendue et inquiétante. Okui Akane révèle sa véritable nature en se présentant comme un vampire, elle ordonne au protagoniste de lui donner son sang, un sourire malicieux aux lèvres, pris au piège, il tente de se débattre, mais elle maintient fermement sa main sur sa bouche. Sa peau pâle et glaciale, aussi froide que la mort, révélant sa grande sensibilité à la lumière du soleil, sans son parasol et sa crème solaire, elle ne peut pas rester dehors, ce qui l'empêche d'aller à l'école les jours ensoleillés, ses yeux rouges cramoisis, capables de voir dans l'obscurité, confirment son aura de véritable créature nocturne. Elle suce vraiment le sang, et pas seulement de manière symbolique, mais celui de vrais humains. Par le passé, Akane a déjà semé le chaos en mordant soudainement ses camarades de classe pour leur aspirer le sang, ces incidents ont causé de nombreux problèmes autour d'elle. Shin-chan s'interroge sur les véritables intentions d'Akane, est-elle condamnée à mourir de faim sans sang, ou joue-t-elle un simple jeu? Quelle que soit la raison, il doute qu'il existe une justification valable à ce qu'une personne suce le sang d'une autre. Akane s'accroche désespérément au protagoniste, pressant pour qu'il cède rapidement à sa demande, malgré son agitation et ses protestations, il essaie de se dégager, submergé par l'intensité de la situation, leur rencontre, marquée par une tension palpable, révèle à quel point le besoin d'Akane est devenu insoutenable. Shin-chan sort un couteau et le dégaine calmement, intriguant Akane qui le questionne sur ses intentions,
il remet en cause l'idée que le couteau est forcément synonyme de meurtre, exprimant son mépris pour cette notion simpliste. D'un geste posé, il se prépare à se couper le bras, annonçant qu'il va faire quelque chose d'inattendu. Akane perçoit le sang comme quelque chose qui peut être bon ou mauvais. Shin-chan révèle que son propre sang a un goût bon pour elle, lui tendant son bras blessé. Akane, surprise, fixe intensément le sang offert. Akane, haletante, goûte au sang offert avec une intensité mêlée d'émotion. Shin-chan, toujours calme, observe la réaction tandis qu'un bruit métallique retentit au loin. Une silhouette sombre apparaît dans le couloir, créant une tension soudaine dans l'atmosphère. Soudain, une silhouette sombre jaillit violemment, surprenant le protagoniste qui la reconnaît avec stupeur. Une autre personne, armée de ciseaux, se tient prête à agir, intensifiant la tension. Le choc inattendu bouleverse l'atmosphère, laissant place à un moment crucial. Shin-chan, furieux, hurle à son assaillante ce qu'elle veut. Celle-ci, froide et déterminée, le menace avec ses ciseaux, l'accusant d'avoir fait saigner Shinya-sama. Elle le condamne sans pitié, le traitant de roturier indigne de vivre. Yoruko, furieuse, interpelle violemment le protagoniste, le défiant avec colère. Celui-ci, surpris, lui demande pourquoi elle est venue ici. Calmement, elle affirme qu'en tant que chevalier, elle est toujours prête à servir Shinya-sama et qu'elle est venue répondre à l'appel du cœur du protagoniste, bien que celui-ci la soupçonne d'avoir été appelé par Tuka. Yoruko interpelle violemment Shinya, l'accusant avec colère et défi. Elle se jette sur lui, menaçant de le renvoyer dans les ténèbres. Shin-chan, imperturbable, se moque de ses menaces et le provoque à agir enfin. Shin-chan refuse catégoriquement d'être dérangé par Yoruko et lui promet de donner son sang à Akane après les cours. Il la congédie sèchement, lui ordonnant de partir immédiatement. Yoruko reste figée, surprise et furieuse face à son attitude. Yoruko menace violemment le protagoniste, lui promettant de le tuer plus tard et le traitant de vaurien, tandis qu'une voix s'élève pour lui ordonner d'arrêter. Seul dans un couloir désert, le protagoniste pousse un long soupir, visiblement las de cette confrontation. Il ferme la porte derrière lui, reprenant son calme avec un dernier souffle. Shin-chan frappe à la porte, annonçant qu'elle est occupée. Il semble hésitant, puis une voix féminine répond en le taquinant sur sa classe, affichant un sourire malicieux. Une voix féminine taquine le protagoniste en lui rappelant qu'il se trouve dans les toilettes des filles. Avec un sourire espiègle, réalisant son erreur, il s'excuse rapidement et promet de partir immédiatement, tandis que la jeune fille lui répond que ce n'est pas grave. Le silence retombe, ponctué par le bruit discret d'une goutte d'eau dans un lavabo. Le protagoniste entend une voix familière l'appeler, Oni-chan. Il réalise que c'est sa petite sœur qui tente de le réveiller. Malgré son état d'inertie, il promet de se réveiller bientôt, tandis que l'insistance de sa sœur devient de plus en plus pressante, jusqu'à menacer de l'embrasser s'il ne réagit pas. Elle souffle doucement sur le visage du protagoniste, espérant le réveiller. Voyant qu'il réagit enfin, elle affiche un sourire satisfait, puis, pleine d'énergie, elle l'appelle joyeusement, Oni-chan, en s'asseyant près de lui. Soudain, le protagoniste est violemment projeté en arrière. Surpris par l'impact, il se redresse rapidement, intrigué par un bruit venant de la porte qui s'ouvre lentement. Une jeune fille entre discrètement, observant la scène avec un mélange de curiosité et de douleur, tandis qu'un étrange bruit de gargouillis résonne dans la pièce. Le protagoniste, encore à moitié endormi, supplie d'être épargné car ce n'est que le matin. Sa sœur, pleine d'entrain, lui présente fièrement le petit déjeuner qu'elle a préparé et l'invite à s'asseoir rapidement. Malgré son refus, elle insiste en lui rappelant qu'il doit bien manger, tout en cherchant dans le frigo ce qu'il aime habituellement, mais ne trouve que des saucisses en gelée. Cette fille bruyante s'appelle Mitan Mei, la petite sœur du protagoniste. Malgré son air sérieux, elle insiste pour qu'il écoute et mange ce qu'elle lui donne. Pour lui, elle est sans aucun doute la petite sœur la plus adorable du monde, même si elle semble un peu têtue. Le protagoniste remarque que sa sœur tient son téléphone portable et lui demande confirmation. Mei examine l'appareil avec sérieux et s'interroge sur l'identité d'un numéro inconnu affiché. Après explication, il s'avère que ce numéro appartient au livreur qui l'a contacté avant une livraison. Malgré tout, Mei décide de supprimer le numéro par précaution, sous le regard un peu résigné de son frère. Mei n'a toujours pas autorisé son frère à se faire des amis du sexe opposé, bien qu'il ait supplié en pleurant qu'elle change d'avis. Elle ne lui permettait même pas de se lier d'amitié avec des personnes du même sexe auparavant. Cependant, elle a fait une exception très spéciale, en lui accordant la permission pour Satsuki, une amie d'enfance. Le frère réalise avec amusement que sa sœur adorée est une vraie petite princesse gâtée.
Mei avoue en souriant qu'elle a accidentellement supprimé aussi le numéro de Satsuki, ce qui contrarie un peu notre héros. Il doit maintenant enregistrer à nouveau le contact de son ami d'enfance, tandis que Mei se frotte la tête, un peu gênée. Mei demande directement à son frère s'il aime vraiment Satsuki, cherchant à comprendre ses sentiments. Lui, un peu distant, répond calmement qu'il l'aime bien, mais seulement comme une amie. Cette réponse trouble Mei, qui s'interroge alors intérieurement, est-ce qu'il l'aime plus qu'elle? Le frère affirme avec assurance qu'il aime Mei, soulignant l'inutilité de toute comparaison. Mei, émue, lui répond qu'elle l'aime aussi, renforçant leur lien fraternel. Malgré cette tendresse, notre héros refuse avec légèreté sa demande de baiser, trouvant la situation un peu gênante. À l'extérieur, deux élèves discutent en souriant devant le bâtiment scolaire, tandis qu'un garçon passe à côté d'eux. Dans un autre coin de l'école, un couloir vide s'étire, silencieux. Plus loin, sur le terrain, une jeune fille lance un volant avec énergie, encourageant son partenaire avec un Tech 10. Plein de détermination. La jeune fille s'approche malicieusement du garçon, un sourire espiègle aux lèvres. Elle jubile à l'idée d'être enfin seule avec lui, prête à lancer son attaque la plus redoutable. Le protagoniste semble à la fois surpris et sur ses gardes face à cette situation inattendue. La jeune fille, malicieuse, accuse directement le protagoniste d'avoir embrassé Mei ce matin, ce qui le met instantanément mal à l'aise. Elle insiste en expliquant que ce poids représente des kilogrammes d'amour, tandis que lui, visiblement gêné, tente de se dégager. Son visage pâlit sous la pression de ces révélations, surpris qu'elle sache tout. Le protagoniste, gêné, admet finalement qu'ils se sont embrassés ce matin. La jeune fille, avec un sourire malicieux, lui explique qu'elle n'est pas une héroïne psychotique jalouse typique et qu'elle ne prononcera pas de phrases clichés du genre « ne regarde personne d'autre que moi ». Elle se montre donc étonnamment tolérante, ce qui déroute notre héros. Une nouvelle tension éclate lorsque Yoruko intervient, brandissant une paire de ciseaux et ordonnant à la jeune fille de lâcher Shinya. Son regard dur et ses paroles cinglantes trahissent une jalousie évidente, remettant en cause la prétendue tolérance de la jeune fille. Celle-ci, imperturbable, répond avec un sourire provocateur, ignorant délibérément l'avertissement. Yoruko ordonne fermement au groupe de se dépêcher, malgré la surprise de la jeune fille qui s'interroge sur la manière dont elle a pu entrer alors que portes et fenêtres étaient verrouillées. Cette dernière admire discrètement la discrétion de Yoruko, la comparant à un ninja, tandis que notre héros, soulagé, confirme qu'il est indemne. Le protagoniste félicite Yoruko pour son intervention, la qualifiant de fantôme en temps contre lequel elle a su résister. Yoruko réagit avec un air fier et un brin provocateur, tandis que la jeune fille reste silencieuse, visiblement troublée. L'atmosphère se détend légèrement quand une autre voix taquine Yoruko, soulignant avec amusement sa joie d'avoir été complimentée. La jeune fille taquine Shinya en lui expliquant avec malice que les filles peuvent devenir très jalouses, avant de le menacer gentiment de le battre. Surpris, Shinya remarque qu'elle a répété cette menace 2 fois, puis, alors que Tuka s'apprête à lui dire quelque chose d'important, un autre personnage intervient pour suggérer qu'il vaut mieux abandonner ce fantôme hantant et propose de repartir. Une discussion animée éclate alors que Yoruko et la jeune fille se lancent des piques sur leurs motivations respectives, chacune refusant d'être assimilée à l'autre. Pendant ce temps, Shinya profite de la distraction pour s'éclipser discrètement, son souffle rapide trahissant son effort. Il se cache derrière un escalier, reprenant son souffle, tandis que ses compagnons réalisent sa fuite. Shinya, visiblement agacé, soupire en se disant que la situation est gênante à bien des égards. Soudain, une jeune fille l'interpelle timidement, expliquant qu'elle avait une affaire à lui régler et qu'elle l'a donc suivi. Le protagoniste se montre surpris par cette approche inattendue. Le protagoniste réprimande sèchement la jeune fille, lui rappelant de ne pas lui parler à l'école, ce qui la fait baisser la tête. Visiblement soulagée, malgré son malaise, elle tente timidement d'expliquer qu'un imprévu l'oblige à demander le report de leur promesse de demain. Le garçon, intrigué, réfléchit un instant face à cette demande inattendue. Le garçon, agacé, frappe la jeune fille d'un coup de pied, lui reprochant de ne pas avoir simplement envoyé un message. Elle, au sol, bafouille qu'elle ne connaît pas son numéro. Il lui avoue alors qu'il a juste voulu la frapper pour le plaisir, ce qui la pousse à s'excuser en sanglotant, tandis qu'il reste impassible. Le garçon, assis sur les escaliers, réfléchit en tenant son téléphone, conscient des inconvénients de la situation. La jeune fille, à terre, semble délaissée et confuse. Malgré tout, il ne veut pas la contrarier davantage, ce qui le plonge dans un dilemme intérieur. Le garçon se perd dans ses pensées, tentant de comprendre la raison derrière la forte restriction imposée par Mei.
il s'interroge sur ses propres sentiments, se demandant s'il s'agit de jalousie ou d'une peur plus profonde liée à la protection de l'aîné de Mei. Face à ce dilemme, il cherche à cerner exactement ce qui le trouble autant. Une fille espiègle repère notre héros, Shiina Shinya, et l'invite à venir faire du shopping avec elle, insistant pour qu'il porte ses affaires. Malgré ses hésitations à cause des cours de l'après-midi, elle le pousse à les sécher sans ménagement, lançant un échange taquin d'insultes entre eux. Le garçon et la fille échangent des provocations, chacun cherchant à déstabiliser l'autre, alors qu'elle insiste pour qu'il l'accompagne faire du shopping. Il feint l'indifférence avant d'accepter à contre-cœur. Soudain, une autre élève signale qu'une fille est effondrée à l'étage, mais le garçon reste sceptique, doutant de la réalité de cette situation. Notre héros, intrigué, s'approche d'une porte entrouverte et appelle doucement Mei, mais ne reçoit aucune réponse. En entrant, il découvre ses chaussures abandonnées à l'entrée, signe que quelque chose ne va pas. À l'intérieur, le désordre règne, vêtements suspendus et papiers éparpillés témoignent d'une agitation soudaine et inquiétante. Au milieu du chaos, Mei est assise à genoux, visiblement bouleversée. Notre héros, inquiet, l'interroge doucement, cherchant à comprendre ce qui a pu se passer. Le silence qui suit laisse planer une lourde tension. Mei, la voix tremblante, accueille notre héros en expliquant qu'elle est venue lui préparer le dîner. Il remarque le désordre ambiant et mentionne le chaos dans la pièce. Elle lui révèle alors qu'en vérifiant le répondeur, elle a découvert un appel, ce qui intrigue fortement le garçon. Le téléphone fixe trône au centre, rappelant un appel récent. Notre héros, un peu gêné, avoue avoir cherché le numéro de Mei dans la liste de la classe, puis admet qu'il n'a finalement rien de prévu pour demain. Mei, hésitante, propose timidement de tenir leur promesse, ce qui provoque chez lui une réaction intérieure intense et confuse. Le frère, surpris, demande directement si notre héros a une petite amie, ce à quoi il répond fermement que non, précisant qu'il connaît à peine la fille en question. La tension monte soudainement quand Mei se jette violemment sur lui, le repoussant avec force. Mei éclate en sanglots, suppliant désespérément son frère de ne pas partir et de ne pas lui tourner le dos. Elle répète fébrilement qu'il lui appartient, refusant qu'il s'éloigne ou qu'il se lie à quelqu'un d'autre. Son émotion intense révèle une possessivité profonde et un attachement douloureux. Notre héros, troublé, appelle doucement Mei par son prénom. Il lui demande avec une certaine fermeté pourquoi elle dépend autant de lui et l'exhorte à devenir plus indépendante. Malgré ses paroles, il serre doucement son bras, montrant une inquiétude mêlée de tendresse. Notre héros rassure Mei en lui affirmant qu'il sera toujours son frère, où qu'il aille. Mei, encore en larmes, cherche confirmation avec une innocence touchante, répétant vraiment, malgré cette douceur, une menace plane. Le lendemain, notre héros promet de s'en prendre violemment à Masami. Shin-chan tape doucement sur son clavier tout en dégustant une cuillerée de dessert. En fond, une radio s'allume, diffusant des émissions et des images défilent à l'écran. Installée confortablement dans son espace, elle savoure ce moment de calme et de détente. Shin-chan se plonge dans sa routine quotidienne, souriant en organisant sa précieuse collection d'images de Shinya. Enthousiaste, elle clique avec énergie sur son ordinateur, prête à profiter pleinement de sa soirée dédiée à ce dossier spécial. Mais bien sûr, elle ne peut pas négliger sa recherche en temps réel. Souriant malicieusement, elle ajuste son casque, prête à continuer sa quête avec enthousiasme. Au début, le protagoniste se souvient des difficultés rencontrées pour installer son matériel d'espionnage, dans une lutte acharnée avec la personne surveillée qui le retirait sans cesse. Avec le temps, un fragile équilibre s'est instauré, l'équipement reste en place plusieurs mois avant d'être enlevé brièvement. Comme par habitude, malgré tout, elle veille à remplacer immédiatement son matériel, déterminée à poursuivre sa mission. Au lycée, elle ne relâche pas sa vigilance et couvre tous les endroits où Shinya pourrait se trouver, son bureau, sa chaise, son sac, son casier à chaussures. Chaque lieu fréquenté par le protagoniste est minutieusement surveillé. Elle se demande alors si elle ne serait pas en réalité une perfectionniste. Elle explique que ses collectes ne se limitent pas aux données médiatiques, mais incluent aussi des objets comme une cuillère ou une serviette, tous empruntés dans la chambre de Shinya. En savourant une glace, elle semble ravie de ce petit plaisir volé. Elle avoue collectionner régulièrement le maillot de Shinya, qu'elle remplace systématiquement par un neuf. Ravie à l'idée qu'il le porte. En écoutant un enregistrement, elle est submergée par l'émotion, criant de joie en entendant la voix de Shinya. Son enthousiasme est palpable, même si elle reste attentive à ce qu'il dit. Le garçon fredonne une chanson en préparant quelque chose, mais il semble avoir oublié les paroles. La fille, exaspérée, lui reproche de ne même pas se souvenir des paroles, tandis qu'il continue de chantonner d'un air détaché.
Elle répète avec ferveur à quel point tout chez Shinya lui plaît, son regard brillant trahit son admiration sans limite, chaque geste, chaque détail, chaque souvenir est précieux à ses yeux, et elle semble absorbée par cette obsession douce amère, son sourire éclatant révèle à quel point elle est captivée, comme si le monde entier se résumait à lui. Son regard s'illumine d'une passion sincère tandis qu'elle avoue aimer tout chez lui, sans retenue. Soudain, un bruit attire son attention, la porte s'ouvre lentement, surprise, elle réalise que Shinya s'apprête à sortir. Elle s'élance vers la porte en criant pour qu'il l'attende, paniquée à l'idée qu'il parte sans elle, son visage trahit une inquiétude soudaine tandis qu'elle tente de le retenir. La scène s'ouvre ensuite sur une vue nocturne silencieuse, où elle se tient seule, perdue dans l'immensité de la ville. Elle se demande dans quelle direction il a bien pu partir, convaincue qu'il ira sûrement dans le quartier d'Akenosaka. Chaque nuit, Shinya erre sans but dans cette ville sombre, tel un véritable habitant de la nuit. Elle s'excuse timidement, consciente que quelque chose d'étrange vient de se produire. Malgré ses efforts, elle ne parvient pas à le retrouver et soupire, désemparée. Elle se convainc que s'il est vraiment décidé à fuir dans l'obscurité, il sera impossible de le retrouver. Elle réalise à quel point il est spécial, son regard empli d'intensité, perdu dans la nuit, elle se demande désespérément où il peut être, appelant son nom avec une urgence grandissante. Pendant ce temps, une main saisit un couteau, ajoutant une tension palpable à la scène. Shain-chan, calme et sûr de lui, affirme que la jeune femme a déjà été touchée, comme si une blessure invisible la marquait. Elle sourit alors, évoquant avec légèreté une flèche en plein cœur, mêlant douceur et ironie dans ses mots. Un jeu dangereux d'émotions commence à se dessiner entre eux. La jeune femme s'inquiète en voyant le couteau, évoquant avec malice la possibilité qu'il ait déjà tué quelqu'un. Shain-chan, impassible, balaie cette accusation d'un revers de main, jugeant ses soupçons comme des préjugés hâtifs, même si ce n'est qu'un simple jouet qu'il tient. Une jeune fille sombre révèle avoir vu de ses propres yeux Shinya-sama en rendez-vous avec un pervers absolu. Shain-chan, surpris, cherche à comprendre de qui il s'agit, tandis que la jeune femme confirme sa présence sur les lieux, renforçant la tension autour de cette mystérieuse rencontre. La jeune femme taquine Yoruko-chan en lui rappelant qu'elle devait la prévenir si elle trouvait Shinya-kun, ce qui la fait réagir avec un air boudeur et distant. Shain-chan, frustré, reconnaît qu'il ne peut rivaliser avec le talent de Yoruko-chan pour attirer Shinya-kun. Une tension mêlée d'amusement s'installe entre eux, soulignant une rivalité implicite. Shain-chan ressent une profonde frustration, regrettant de ne pas être le premier à tout partager avec Shinya-kun. Son regard se perd dans le vide, trahissant ses pensées tourmentées. Yoruko-chan, remarquant son expression étrange, lui demande ce qui ne va pas, mais il feint l'indifférence avec un sourire en coin. Le protagoniste, assis seul dans une pièce austère, semble plongé dans ses pensées. Il commence à exprimer une vérité importante, marquant un moment de sincérité. Le protagoniste, toujours aussi calme, commence à avouer son ressenti avec honnêteté. Il minimise l'événement précédent, le qualifiant simplement de pure coïncidence. Son regard reste distant, comme s'il cherchait à se convaincre lui-même. Le protagoniste admet qu'il n'avait pas tout prévu et que, quoi qu'il arrive, c'est toujours trop intense. Il insiste sur le fait que l'événement précédent n'était qu'une pure coïncidence. Malgré son impact indéniable, une voix féminine, intriguée, remet en question cette affirmation. Elle le questionne avec un sourire énigmatique, doutant que tout ne soit qu'une simple coïncidence. Le protagoniste, légèrement agacé, lui demande ce dont elle doute exactement. Le silence est ponctué par le tic-tac régulier d'un métronome, accentuant la tension du moment. Le bruit strident des freins retentit alors qu'une voiture s'arrête brusquement devant un bâtiment. Un jeune homme, visiblement sérieux, sort du véhicule tandis qu'une voix familière l'appelle avec insistance. Notre héros, concentré, semble prêt à affronter ce qui l'attend. Le jeune homme répond avec assurance à un salut matinal, affichant un léger sourire. Autour de lui, plusieurs élèves échangent également des good morning dans une ambiance scolaire paisible. L'atmosphère semble calme, marquant le début d'une nouvelle journée. Le protagoniste traverse calmement les couloirs de l'école, saluant ses collègues avec un good morning d'assuré. Il remarque qu'il est arrivé tôt, expliquant que le trafic était inhabituellement fluide ce matin. Il se présente alors clairement, il est désormais enseignant. Notre héros explique qu'il enseigne tous les jours au lycée féminin Juka. Un collègue l'interroge sur une situation difficile avec le tuteur d'une élève, surnommée Essa. Il répond qu'il a réussi à gérer la situation, bien que cela ait été compliqué. L'ambiance de travail reste néanmoins tout à fait normale. Le protagoniste réfléchit à sa profession, admettant qu'elle peut sembler un peu spéciale,
mais sans être vraiment exceptionnel, il reconnaît que soucis et tracas accompagnent inévitablement la vie d'adulte actif. Dans les couloirs du lycée, les élèves se déplacent tandis que la cloche retentit, marquant la fin d'un moment de calme. Le protagoniste se trouve en classe, face à ses élèves, et réfléchit à son approche du métier. Il veut profiter de ce qu'il fait, quelle que soit la tâche, pour préserver son équilibre mental et physique. Il reconnaît que gérer des adolescentes en pleine puberté demande une certaine distance pour ne pas s'épuiser. Le protagoniste se conseille de ne pas se laisser emporter par la passion ni sombrer dans la déprime, tout en évitant d'être trop brusque. Il pense que ce soit dans le travail ou les loisirs, il faut garder une certaine modération, même face à l'indécision. Cette approche permettrait, selon lui, de mieux maîtriser la plupart des situations. Le protagoniste se présente, Suzuki Tomohito, un homme ordinaire. Il observe que la majorité des gens partagent des pensées, des désirs et des comportements très similaires. Sa devise est simple, éviter les ennuis. Une élève semble plongée dans ses pensées, concentrée sur son travail en classe. Le regard du professeur trahit une certaine lassitude ou frustration. Alors que la sonnerie retentit, il tente de reprendre son cours, mais les élèves commencent à s'agiter, interrompant son discours avant même qu'il ait pu finir sa phrase. Les élèves se plaignent en riant que les explications du professeur sont toujours trop longues, ce à quoi il répond avec un sourire qu'il est fier de l'attachement que ses élèves lui portent. Malgré les interruptions, il garde une attitude détendue, assurant que son cours ne sera pas au programme du test. Une élève échange un regard complice avec une autre personne, tenant un cahier avec attention. Chaque jour se répète sans être ni acceptable ni inacceptable. Dans une routine paisible, le protagoniste semble accepter cette monotonie avec un sourire calme. Deux élèves discutent en marchant dans le couloir, s'interrogeant sur la présence d'un quelconque mécontentement dans cette tranquillité apparente. Le protagoniste observe pensivement la façade de l'école, où des élèves discutent derrière les fenêtres. Dans un coin plus discret, une élève semble abattue, soutenue avec douceur par une camarade attentive. Le contraste entre l'agitation extérieure et l'intimité de cet échange souligne une tension sous-jacente. Le protagoniste, surpris, interroge Suda sur ce qui ne va pas, sentant une tension inhabituelle. Suda, visiblement troublé, appelle timidement Suzuki-sensei, laissant entendre que quelque chose de sérieux concerne ça. L'échange révèle une inquiétude partagée, marquant un tournant dans l'atmosphère calme jusque-là. Suda confie qu'elle a parlé ce matin avec la mère de Yasuchan, qui n'est toujours pas rentrée ni en contact avec sa famille depuis une semaine. Le protagoniste, inquiet, cherche une solution, mais Suda refuse d'imputer la faute à Suzuki-sensei. Malgré la gravité de la situation, il reste déterminé à agir. Le protagoniste réalise que les disparitions d'enfants sont malheureusement fréquentes, souvent attribuées à des fugues. Pourtant, la meilleure amie de Yasuchan a disparu brusquement, ce qui inquiète profondément Suda. Elle est submergée par l'angoisse, incapable de cacher son chagrin. Le protagoniste révèle avec une froide certitude que Yasuchan ne sera jamais revu. Son regard dur et impassible contraste avec l'émotion contenue, tandis qu'il avoue l'avoir déjà enterrée sous terre, scellant ainsi un sombre secret. Le protagoniste avoue froidement avoir déjà tué 3 femmes, décrivant avec cynisme la violence qu'il leur a infligée comme une source d'excitation inégalée. Son regard se perd dans le vide, révélant une noirceur profonde et dérangeante. Le protagoniste avoue avec une froideur glaçante qu'il dévore les corps de ses filles sans défense. Il prend un plaisir sadique à leur infliger un maximum de douleur avant de leur ôter la vie. Son sourire tordu révèle toute l'horreur de ses actes. Le protagoniste assume pleinement ses crimes, conscient que s'il venait à être révélé, il serait considéré comme un fou et le pire des déchets. Pourtant, il affiche une indifférence glaçante face à ce jugement, comme s'il se délectait de sa propre noirceur. Son sourire tordu et son regard perçant trahissent un plaisir malsain qu'il ne peut s'empêcher de ressentir. Le protagoniste révèle que ses désirs opposés de paix et de crime coexistent en lui sans contradiction. Il avoue que ces deux facettes font partie intégrante de son être, et que perdre l'une d'elles signifierait sa propre disparition. Dans un geste simple mais chargé de sens, il remercie son professeur, soulignant l'importance de ce soutien dans sa lutte intérieure. La jeune fille remercie timidement son professeur pour s'être inquiété d'elle, tandis que ce dernier s'excuse de ne pas avoir pu l'aider davantage. Malgré cette tension, l'ambiance reste légère et chaleureuse, les élèves prenant congé avec des sourires et des mots d'encouragement. Le protagoniste, observant la scène, affiche un léger sourire, marqué par une certaine mélancolie. Récemment, le protagoniste a découvert une nouvelle élève qui éveille en lui des désirs sombres et violents. Cette jeune fille, Mitan Mei, est l'une de ses étudiantes adorables.
mais elles suscitent en lui des pensées inquiétantes qu'il ne peut réprimer. Le protagoniste est obsédé par l'expression troublante de Mitan Mei, ressentant un désir intense et pressant à son égard. Pourtant, il se retient, conscient que le moment n'est pas encore venu. Il décide de procéder avec patience, suivant sa méthode habituelle, tout en restant plongé dans ses pensées sombres. Le regard du protagoniste se fait plus intense, murmurant à lui-même que, un jour, cela arrivera sûrement. La scène se déplace ensuite vers une voiture qui démarre, ses roues crissant sur le bitume alors qu'elle s'éloigne lentement dans la rue. Mitan Mei s'éloigne, tenant une boisson en main, son regard perdu dans le vide. Le silence et la tranquillité du quartier contrastent avec l'intensité de ses pensées. Elle semble absorbée, comme si quelque chose la préoccupait profondément. Le protagoniste rentre chez lui, la porte s'ouvrant doucement derrière lui, il sort une lettre de sa poche et la regarde avec surprise, comme si son contenu venait de le troubler. Un silence pesant s'installe alors qu'il reste figé, absorbé par ce qu'il vient de lire. Le protagoniste découvre avec stupeur le nom Ishimaru Yasuna inscrit sur la lettre, son regard s'agrandit, trahissant son choc et son incompréhension. En ouvrant l'enveloppe, il tombe sur une photo d'une jeune fille souriante, ce qui semble raviver en lui une émotion intense et confuse. Shine-chan interroge Suzuki-sensei sur ce qu'elle fait ici. Elle semble préoccupée et le conduit vers un endroit précis. En arrivant, il découvre une silhouette allongée au sol, entourée de taches sombres, suscitant une réaction de surprise et d'inquiétude. Shine-chan explique que la silhouette a probablement été renversée par une voiture, exprimant de la compassion. Suzuki-sensei, pensive, avoue qu'elle regardait la scène en pensant simplement que la victime était morte, sans raison particulière. Leur échange révèle une atmosphère lourde, teintée de tristesse et de réflexion. Shine-chan réalise que cet événement a éveillé en lui une curiosité nouvelle envers cette fille mystérieuse. Son regard se fait plus intense, marqué par une volonté grandissante de comprendre ce qui la lie à cette scène troublante. Peu à peu, son intérêt pour elle ne cesse de croître. Shine-chan avoue avec une froide détermination qu'il est responsable de la mort de 3 filles, Ishimaru Yasuna, Miyamoto Yoshino et Sakishima Hitomi. Son regard devient intense, marqué par un mélange de tension et de questionnement profond sur qui sait la vérité et quelles sont leurs intentions. Une atmosphère lourde de mystère et de danger s'installe autour de lui. Shine-chan tente de maîtriser son agitation intérieure en se répétant de rester calme. Il réfléchit intensément, cherchant à comprendre à qui il a réellement affaire. Excluant la police comme interlocuteur, malgré ses efforts, il ne trouve aucune piste ni indice, et s'interroge sur les motivations de cet adversaire inconnu. Shine-chan analyse l'enveloppe qu'il tient, s'interrogeant sur les intentions de son expéditeur. Il note que, contrairement à un chantage classique, il n'y a ni demande d'argent ni message, seulement des photos dispersées. Malgré cette absence de revendication claire, il ressent que cette démarche cache quelque chose de plus profond. Shine-chan, soudainement agité, jette les photos sur la table en cherchant une piste. Son regard se fixe sur une image en particulier, celle d'une femme qu'il désigne comme la seule carte utile parmi toutes. Cette révélation semble changer la donne dans son enquête. Shine-chan nie fermement connaître cette femme, et encore moins l'avoir tuée. Il se demande si son adversaire s'est trompé en l'accusant et réalise que cette erreur pourrait être la seule faille dans le plan de l'ennemi. Peut-être que celui-ci ne connaît pas tous les détails le concernant, ce qui lui laisse une marge de manœuvre. Cependant, malgré cette possible faille, le protagoniste se sent toujours en position de faiblesse. Il s'interroge sur la meilleure stratégie à adopter, attendre le prochain coup de l'ennemi, enquêter lui-même, ou agir immédiatement. Paralysé par le doute, il se reproche son immobilisme, conscient que le temps lui échappe et que son incapacité à bouger pourrait lui coûter cher. Shine-chan fixe intensément une photo d'une femme, cherchant à comprendre le message caché. Il se demande si cette image n'est qu'un simple avertissement lui ordonnant d'arrêter de tuer des femmes. Son regard trahit à la fois la confusion et la détermination face à cette nouvelle énigme. Shine-chan, toujours plongé dans ses pensées, cherche à percer le mystère autour de Mei. Il interroge silencieusement, son regard perçant, demandant qui elle est vraiment et ce qu'elle représente. Son ton reste calme, mais la tension sous-jacente trahit son impatience à obtenir des réponses. Une mystérieuse jeune femme, détendue et un verre à la main, répond avec un sourire énigmatique qu'elle ignore qui est l'homme que Mei rencontre. Elle avoue ne pas connaître son nom, laissant planer un doute supplémentaire sur cette rencontre secrète. Observant la scène sous la pluie, elle garde ses distances, intriguée mais distante. Elle affirme reconnaître cet homme, le qualifiant sans hésitation de véritable déviant. Son sourire moqueur souligne son assurance, tandis qu'elle insiste sur le fait qu'il n'y a que peu d'hommes aussi répugnants que lui. De son côté,
un jeune homme semble surpris, doutant de cette affirmation. La mystérieuse femme, un verre à la main, lance avec un sourire narquois que cet homme dégage l'odeur de quelqu'un qui se nourrit d'humain. Le jeune homme, pensif, s'interroge sur la nature de la relation entre Mei et cet homme inquiétant. Il se demande aussi si sa sœur est elle-même en danger, incapable de rester passif face à cette situation. Le jeune homme s'interroge intérieurement sur la manière d'agir en tant que frère aîné face à cette situation inquiétante. Une femme au regard espiègle s'approche de lui, le renifle et lui lance un compliment ambigu sur son odeur, avant de le remercier avec un sourire narquois. Shin-chan reste impassible, partagé entre méfiance et réflexion. Une femme au sourire carnassier propose avec audace de boire le sang du jeune homme. Seul dans sa chambre, le protagoniste reste silencieux, perdu dans ses pensées. Il observe l'environnement autour de lui, visiblement préoccupé, sans exprimer d'émotion. Shin-chan appelle Tuka d'une voix calme mais pressante, lui demandant de venir immédiatement. Tuka, surprise et un peu essoufflée, arrive en courant, visiblement inquiète. Il lui rappelle qu'elle a entendu leur conversation et lui confie qu'il a besoin de son aide. Tuka, ému et déterminé, promet de faire de son mieux pour enquêter sur l'homme dont ils ont parlé. Shinya, surpris de cette confiance nouvelle, lui demande de s'occuper de cette mission, tout en restant un peu réservé. Malgré son calme apparent, il semble touché par cette première marque de confiance. Shin-chan, assis seul dans une pièce vide, affiche un air déterminé et froid. Il affirme ne pas connaître son interlocuteur, mais prévient qu'il ne laissera personne entraver son chemin. Sa conviction est claire, manger des femmes est sa raison d'être. Shin-chan, d'un regard froid et calculateur, déclare ne pas connaître son interlocuteur tout en le mettant en garde de ne pas agir de manière imprudente. Sa main manipule calmement des morceaux de papier déchirés, tandis qu'un couteau planté dans une enveloppe suggère une tension palpable et un message menaçant. Le visage dur et déterminé, le protagoniste lance une menace claire et sans détour. Il tuera sans hésitation. Sa résolution s'affirme encore lorsqu'il déclare vouloir protéger sa sœur coûte que coûte. Notre héros pose devant lui son rapport d'enquête, prêt à le présenter avec enthousiasme. Un nouveau chapitre de sa quête commence avec détermination. L'interlocuteur donne son accord, invitant notre héros à continuer. La jeune femme dévoile les premières informations essentielles sur Suzuki Tomohito, un enseignant de 27 ans lié à Mei-chan. Elle prépare ainsi le terrain pour la suite de l'enquête. La jeune femme émet l'hypothèse que Suzuki pourrait être une personne anormalement dangereuse. Elle explique qu'elle a suivi ses actions par précaution. Selon elle, ce professeur serait totalement mal intentionné, bien que ce ne soit que son avis personnel. Le protagoniste confirme ses doutes, qualifiant Suzuki de suspect. La jeune femme révèle que ce dernier a réellement traqué plusieurs filles, renforçant la gravité de la situation. Elle conclut en citant Akane-chan, selon elle, cet homme est un meurtrier, ce qui laisse notre héros profondément préoccupé. Le protagoniste réfléchit à l'idée d'une enquête préliminaire comme préparation à la traque. La jeune femme suggère que Suzuki pourrait avoir une nature prudente, mais rappelle qu'il suivait régulièrement plusieurs filles après le travail. Leur discussion souligne le visage impitoyable de Suzuki, qu'ils perçoivent comme un véritable chasseur. La jeune femme exprime son étonnement face au temps libre dont semble disposer ce professeur. Elle affirme qu'il est en train de préparer quelque chose de louche à l'instant même, puis, elle s'interroge sur la possibilité qu'il soit bien pire qu'un simple harceleur, un détraqué capable de tuer sans distinction des jeunes femmes. La jeune femme sort des documents qu'elle a rassemblés, affirmant avoir enquêté sur l'existence de victimes similaires. Le protagoniste, un peu distant, déclare ne pas se soucier de la nature de Suzuki tant que cela ne concerne pas Mei. Leur échange révèle une certaine tension, tandis qu'elle l'invite à regarder de plus près ses trouvailles. Elle explique qu'elle a cherché des cas d'incidents impliquant des filles correspondant au profil de Suzuki, mais n'a rien trouvé de concret. Elle évoque une liste de filles qui pourraient être des victimes potentielles, sans certitude. Elle poursuit en analysant les cas de disparition survenus dans la zone d'activité de Suzuki depuis 4 à 5 ans, sans résultat probant. Elle explique avoir identifié des filles qui ne pouvaient pas être des fugueuses, car leurs proches affirmaient qu'elles n'étaient pas du genre à s'enfuir de chez elles. Après avoir enquêté intensément, elle présente enfin 3 dossiers qu'elle considère comme particulièrement suspects. Le protagoniste découvre le nom de la fille actuellement ciblée, Ishimaru Yasuna. Il confirme que Suzuki est vraiment impliqué dans de mauvaises affaires. Malgré son manque d'informations, il remercie Shinya, qui le taquine affectueusement en retour. Shinya révèle que Suzuki ne se contentait pas de suivre Ishimaru Yasuna, mais qu'il surveillait aussi plusieurs autres filles. Depuis le début des vacances d'été, il traquait plusieurs cibles avant de se fixer définitivement sur elle.
notre héros comprend alors que Suzuki l'a choisi comme sa véritable cible. Le protagoniste appelle Mei-chan, surpris lorsqu'elle lui tend une enveloppe. En l'ouvrant, il découvre qu'elle lui demande un paiement pour ses services, ce qui le choque immédiatement. Mei-chan confirme avec assurance qu'elle attend bien une rémunération cette fois-ci. Le téléphone sonne, et notre héros décroche d'un ton sérieux. À l'autre bout du fil, une voix annonce froidement que Suzuki a tué Ishimaru Yasuna, plongeant Shinya dans un silence lourd de gravité. Le protagoniste, plongé dans ses pensées, repense à un moment passé avec une intensité troublante. Il se demande s'il n'a pas été possédé par un esprit maléfique à cette époque. Ce doute l'habite profondément, alors qu'il observe silencieusement autour de lui. Le protagoniste se remémore la nuit où il s'est débarrassé d'Ishimaru Yasuna, un souvenir lourd et chargé de mystère. L'atmosphère nocturne, éclairée par un lampadaire, semble peser sur ses pensées. Chaque détail de cette soirée trouble son esprit, ravivant un doute profond. Une jeune femme au visage couvert de sang fixe le protagoniste avec un sourire dérangeant, lui demandant s'ils se sont déjà rencontrés. Pris de court, il laisse tomber sa cigarette, surpris et déstabilisé par cette apparition inattendue. Le protagoniste sent une présence s'approcher, tandis que la jeune femme au visage ensanglanté renifle l'air autour d'elle. Son regard perçant se pose sur lui, et d'une voix glaciale, elle lui lance un insultant « You, stink ». La tension monte, son sourire inquiétant accentue le malaise du héros. Le protagoniste se remémore son étonnement face à cette étrange rencontre. Trop surpris pour réagir, il se reproche de ne pas avoir enquêté davantage et d'avoir simplement oublié cette mystérieuse jeune femme. Le souvenir de son rire résonne encore dans l'obscurité de la nuit. Le protagoniste se remémore avec amertume cette mystérieuse jeune femme, se demandant pourquoi il n'a pas agi pour l'éliminer à l'époque. Il la voit comme une source de malchance, voire un véritable démon, qui l'empêche aujourd'hui de se consacrer pleinement à sa passion. Malgré tout, il ne peut s'empêcher de trouver cette situation presque ironique, comme une mauvaise blague de la réalité. Même maintenant, il sent toujours ce regard pesant sur lui. Pris au dépourvu, il hésite lorsque la jeune femme lui demande si elle peut s'asseoir à côté de lui. Son étonnement est palpable, incapable de cacher sa surprise face à cette intrusion soudaine. La jeune femme s'installe à côté du protagoniste avec un sourire mystérieux. Elle l'interpelle en l'appelant « Sensei » et lui demande s'il a vu sa lettre, réveillant une lueur d'inquiétude dans son regard. Malgré la tension, elle savoure calmement sa boisson, affichant une expression à la fois douce et énigmatique. Le protagoniste et la jeune femme se font face, assis à la même table dans un silence chargé de tension. Chacun semble prêt à engager une conversation décisive, leurs regards croisés trahissant une complicité ambiguë. Le moment est suspendu, annonçant une confrontation inévitable. Shine-chan découvre une facture détaillant les frais engagés pour la mission et s'étonne qu'on veuille lui faire payer cela. La jeune fille rétorque avec assurance qu'elle assume toujours ses dépenses, rappelant que lui-même dépense autant lorsqu'il la suit discrètement. Elle affiche un sourire confiant, affirmant qu'elle règle ses frais de sa poche sans hésitation. Shine-chan s'emporte en refusant de payer pour une mission qui consiste à espionner un autre garçon que Shinya-kun. La jeune fille le taquine en lui reprochant de la stéréotyper en tant que personnage stalker, ce qui le déstabilise. Finalement, il accepte à contre-cœur de régler la facture, tandis qu'elle le remercie avec un sourire malicieux. Shine-chan, assis calmement, observe la jeune fille qui vient de s'installer en face de lui. Elle lui confie que c'est assez rare qu'il vienne ici de son propre chef, ce qui semble le surprendre légèrement. Un verre rempli de glaçons est posé entre eux, marquant ce moment d'échange un peu inhabituel. Shine-chan avoue qu'il a besoin d'argent rapidement, ce qui intrigue la jeune fille. Elle lui demande alors combien il lui faut, et il répond environ 100 000 yens. Sans hésiter, elle se lève et lui demande de l'attendre, prête à l'aider. Elle lui tend une enveloppe contenant l'argent demandé, qu'il accepte avec un léger étonnement. Il remarque qu'elle ne cherche pas à savoir pourquoi il a besoin de cette somme, ce qui la pousse à répondre timidement qu'il y a une raison. Leur échange devient plus intime, laissant planer un mystère sur ses véritables motivations. La jeune fille, essoufflée, exprime son sentiment d'être exploitée, comme si sa valeur se réduisait à celle d'un simple porte-monnaie pour le protagoniste. Ce dernier, impassible, lui répond qu'elle est vraiment coriace, puis, avec un ton détaché, il lui propose une récompense, ce qui la surprend vivement. La jeune fille, gênée mais déterminée, insiste pour offrir une récompense, refusant qu'il la considère comme un simple fardeau. Elle se précipite vers lui avec enthousiasme, prête à agir. Shine-chan, intrigué, saisit une tablette tandis qu'elle exprime son désir de faire quelque chose de concret pour lui. Shine-chan, intrigué,
lui demande si elle est vraiment prête à faire cela. La jeune fille, un peu déçue, avoue que ce n'est pas si simple. Il boit alors un verre, puis, après un moment de silence, accepte finalement avec un « très bien », elle réagit avec surprise et enthousiasme. Shin-chan refuse de se lancer tout de suite, préférant reporter à plus tard. La jeune fille, pleine d'enthousiasme, accepte cette décision avec un sourire radieux et promet d'attendre patiemment. Leur complicité se renforce dans cette attente partagée. La jeune fille arrive enfin chez elle, silencieuse et pensive. Shin-chan, surpris, l'appelle doucement. Elle lui confirme qu'elle est bien rentrée saine et sauve, renforçant ainsi le lien fragile entre eux. Shin-chan admet qu'il se sent étrange ces derniers temps, conscient qu'il accumule des dettes envers les autres. La jeune fille, attentive, reconnaît qu'elle a aussi remarqué ce changement et pense qu'il n'est plus vraiment lui-même. Une atmosphère de réflexion et de malaise s'installe entre eux. Shin-chan, un brin moqueur, met en doute la connaissance que la jeune fille a de sa véritable nature. Elle, confiante, affirme sans hésiter qu'elle le connaît bien. Elle ajoute que Yoruko seul suffit largement à remplir le rôle d'aide de Shinya-sama, ce qui surprend et impressionne silencieusement le jeune homme. Le protagoniste réalise enfin la vérité et murmure qu'il comprend que c'était elle. La jeune femme, sereine et confiante, confirme avec un léger sourire, laissant planer une atmosphère de complicité et de mystère entre eux. Le protagoniste, méfiant, lui demande qui elle est, mais elle répond sur un ton taquin, refusant de révéler son identité. Elle minimise la tension en prétendant plaisanter, tandis que lui, sérieux, l'accuse de ne pas vouloir dire clairement ses intentions. Une atmosphère de défi et de suspicion s'installe entre eux. Le protagoniste, visiblement agacé, pense intérieurement à quel point elle est insupportable. La jeune femme, avec un sourire malicieux, le taquine en l'encourageant à avouer que le meurtre lui procure du plaisir. Malgré son air sérieux, il feint l'ignorance, mais elle insiste pour qu'il abandonne son jeu et conclue rapidement cette conversation. La jeune femme confronte directement le protagoniste, l'accusant d'avoir tué 4 personnes, ce qui le met visiblement mal à l'aise. Elle remet en doute le nombre exact de ses victimes, s'amusant à corriger ses propres propos avec un sourire taquin. Le protagoniste, pris au piège, finit par reconnaître son crime, tandis qu'elle savoure sa victoire avec un air triomphant. Le protagoniste nie toute accusation, prétendant ignorer de quoi elle parle, tout en soulignant qu'elle ne l'a jamais dénoncé à la police. Il l'accuse d'être venu uniquement pour le condamner directement. Face à son regard perçant, il demande avec insistance ce qu'elle veut vraiment. La jeune femme, un sourire énigmatique aux lèvres, lui répond en le défiant de comprendre ses véritables intentions. Le protagoniste, surpris, commence à comprendre les intentions cachées de la jeune femme. Il lui demande alors s'il y a quelqu'un, un proche ou un ami, qu'elle ne voudrait pas voir mourir par sa main. Cette question révèle une nouvelle dimension à leur confrontation, plus personnelle et chargée d'émotions. La jeune femme demande au protagoniste s'il comprend enfin la situation, affichant un sourire confiant. Celui-ci, amusé, reconnaît qu'il saisit maintenant les enjeux et évoque un certain Takeomi Mayuba avec un air provocateur. Il propose même de l'étrangler immédiatement, mais elle refuse calmement, lui laissant carte blanche. La jeune femme reproche au protagoniste de ne pas saisir la gravité de la situation et lui rappelle qu'elle l'a prévenu des risques s'il continue à agir de manière suspecte. Malgré son avertissement, il ne semble pas prêt à abandonner son hobby, ce qui la pousse à exprimer son agacement. Le protagoniste, avec un sourire désinvolte, s'excuse tout en restant ferme dans sa décision. Elle lui lance un avertissement clair, il doit absolument épargner une certaine fille, insistant sur l'importance d'arrêter de tuer. Lui, calme et posé, répond en laissant planer le mystère sur les conséquences s'il venait à désobéir, jouant avec son imagination. Le protagoniste interroge Takeomi sur la raison pour laquelle il n'a pas réagi à son premier avertissement, suggérant qu'il se considère comme un monstre. Il l'accuse ensuite de ne ressentir ni hésitation ni culpabilité à l'idée de tuer, affirmant qu'il se croit détaché des autres, comme s'il n'était pas lié aux humains. Elle défie son interlocuteur en remettant en question la façade qu'il affiche, l'interrogeant sur sa capacité à supporter la privation de liberté s'il venait à être emprisonné. Son regard perçant souligne la gravité de ses paroles, tandis que son geste précis ajoute une tension palpable à la scène. Elle insiste une nouvelle fois pour qu'il cesse ses mauvaises actions. Avec un sourire à la fois doux et provocateur, le protagoniste, intrigué, lui demande qui est la fille qu'il protège, mais elle élude la question en affirmant que son « chevalier » ne laissera rien passer. Son attitude mêle légèreté et mystère, renforçant l'ambiguïté de leur relation. Le protagoniste reste pensif, assis seul à une table, tandis qu'une jeune femme aux longs cheveux blonds annonce son départ avec légèreté.
son regard se pose sur la tasse devant lui, traduisant une certaine mélancolie ou réflexion profonde, l'atmosphère devient plus calme, marquant une pause dans la tension précédente. La foule s'éparpille, marquant la fin d'une mission accomplie avec succès, deux jeunes filles échangent des paroles piquantes, l'une reprochant à l'autre de devoir protéger un misérable comme elle. Malgré l'insulte, la plus jeune refuse catégoriquement d'accepter cette situation, affichant une détermination farouche. Une jeune femme au regard perçant rappelle que l'obéissance aveugle ne vaut pas la loyauté, tandis qu'une autre, plus légère, taquine Shinya sur sa possible désobéissance. Dans un décor urbain, la discussion se poursuit sur le succès d'une mission, mais la réponse reste évasive. Soulignant que le verdict ne lui appartient pas, l'atmosphère mêle sérieux et légèreté, laissant planer un doute sur l'issue réelle. L'une des jeunes femmes affiche une indifférence provocante face à la possible mort de Mei-chan, cherchant à provoquer Yoruko. Cette dernière, avec un sourire moqueur, minimise la gravité de la situation, tandis qu'une voix plus réservée rappelle que Mei-chan est la petite sœur de Shinya-sama, ce qui rendrait ce dernier profondément attristé. Une jeune femme affirme avec conviction que Shinya ne se laissera jamais abattre pour si peu. De son côté, le protagoniste, seul dans une pièce sombre, serre le poing avec force, murmurant un avertissement chargé de menaces. Le protagoniste, le regard dur et déterminé, répète silencieusement un avertissement menaçant, « Ne joue pas avec moi ». La tension monte alors qu'une voiture fonce dans la nuit, symbole d'une action imminente, son poing serré traduit toute la gravité de sa résolution. Le protagoniste, au volant, exprime avec colère et défie son mépris envers celle qu'il considère comme naïve et insignifiante, sa voix résonne, pleine de menaces, « Ne joue pas avec moi ». La voiture file dans la nuit, symbole de sa détermination à agir sans retour possible. Le protagoniste, au volant, laisse éclater son ressentiment face à l'accusation de monstre. Il avoue froidement qu'il n'est pas humain, révélant une part sombre et inhumaine de sa nature. Ses cicatrices témoignent des combats et des souffrances qui l'ont transformé. Abandonnant toute morale humaine, il affirme qu'il vivra comme une bête, prêt à embrasser la destruction qui l'attend. Son cri de défi résonne, déterminé à prouver sa nature sauvage et implacable. Sa détermination se cristallise dans ce serment répété, prêt à prouver sa vérité coûte que coûte, tandis que la vie continue autour de lui, indifférente, il fixe un objet symbolique, concentrant toute sa volonté. Le protagoniste s'engage à révéler ce qu'il cache, prêt à passer à l'action. Le protagoniste éclate d'un rire dément, son corps marqué par des cicatrices qui semblent se fissurer davantage. Sa folie et sa rage éclatent sans retenue, tandis que le sol se craquelle sous lui, témoignant de la violence de son état. La scène respire une intensité sauvage, où la douleur se mêle à une force incontrôlable. Le protagoniste, couvert de blessures et haletant, se relève avec une détermination féroce, son regard perçant et son sourire cruel annoncent clairement sa prochaine cible, prêt à continuer sa folie destructrice sans relâche. Le protagoniste fixe une photo sur son téléphone, un sourire narquois aux lèvres, dénigrant silencieusement la personne qu'elle représente. Il se tient près d'une pelle plantée dans le sol, symbole d'une intention sombre. Son regard se fait froid et moqueur, affirmant que « c'est juste une gamine ». Avant de se détourner. Le protagoniste pousse un soupir lourd, retirant lentement sa veste. Sa main saisit un verre posé près de plusieurs bouteilles d'alcool, signe d'un moment de tension et de réflexion. Son regard, à la fois fatigué et déterminé, trahit un poids intérieur qu'il tente de porter seul. Le protagoniste, arme à la main, interpelle froidement son interlocuteur, lui reprochant de ne pas avoir écouté. Son regard perçant et son ton autoritaire imposent immédiatement la tension de la scène. En face, une silhouette sombre reste immobile, sous l'emprise de ce face-à-face lourd de menaces. Le protagoniste interpelle froidement son interlocuteur, exigeant de savoir s'il a écouté. Ce dernier, surpris et méfiant, demande qui il est et pourquoi il brandit une arme. Le silence s'installe un instant, chargé de tension, avant que le protagoniste ne rappelle un message récent, soulignant que moins d'un mois s'est écoulé depuis. Face à cette confrontation, l'autre homme cherche à comprendre le sens de cette visite inattendue. Le protagoniste menace froidement son adversaire, exigeant qu'il abandonne son plan avant de tuer sa petite sœur. Cette révélation surprend profondément l'autre homme, qui tente de nier en affirmant ne rien comprendre et en demandant de ranger ce qu'il croit être un jouet. Le protagoniste s'avance lentement, brisant le silence avec une question lourde de sens. Il interpelle froidement son adversaire, l'appelant insensé et lui demandant pourquoi il s'acharne à tuer autant de filles. Il lui suggère qu'il n'y a aucun mal à abandonner ce chemin meurtrier. Le protagoniste reste impassible face au silence de son adversaire, qui ne répond pas à sa question.
Un sourire narquois apparaît sur le visage de ce dernier, comme s'il se moquait de son incapacité à répondre. Soudain, le protagoniste réagit vivement, surpris par quelque chose d'inattendu. Le protagoniste interroge soudainement son adversaire sur l'identité de la fille qu'il protège, brisant le silence pesant. D'un geste rapide, il sort un revolver et tire, affirmant avec froideur que l'arme n'est qu'un jouet. Le calme revient alors, marqué par le cliquetis de la porte qui se referme doucement. Le protagoniste, seul dans l'ombre près d'un distributeur, laisse échapper un juron, visiblement déconcerté. Il allume une cigarette, cherchant à calmer son esprit troublé. Il se demande alors dans quelle situation il s'est embarqué et s'interroge sur la réalité de ce qu'il vit. Le protagoniste réalise que quelque chose cloche depuis le début, un sentiment d'angoisse qu'il avait ignoré. Il se demande s'il a eu peur sans s'en rendre compte, un rire nerveux trahissant son trouble. Frustré, il laisse échapper un juron en serrant la cigarette entre ses doigts. Soudain, une surprise brutale le frappe, son regard trahit un choc intense. Il se retourne vivement, stupéfait, tandis qu'une silhouette féminine apparaît à ses côtés, renforçant son trouble. Le protagoniste est pris au dépourvu, son esprit s'emballe face à cet imprévu. Le protagoniste pousse un cri de surprise alors qu'une lame s'enfonce dans son pantalon. La jeune femme, haletante et furieuse, le fixe avec une rage intense, répétant avec acharnement « Comment oses-tu » Son regard brûle d'une colère incontrôlable, tandis que le héros lutte pour comprendre cette attaque soudaine. Le protagoniste hurle désespérément pour que l'attaque cesse, tandis que la jeune femme, hors de contrôle, pousse un cri de rage. Son visage exprime une fureur incontrôlable, intensifiant la tension. Le héros, en proie à la confusion, ne comprend pas ce qui lui arrive alors que la lame s'enfonce plus profondément. Le corps de Suzuki Tomohito gît au sol, marqué par des éclats sombres qui semblent se répandre autour de lui. Son visage, figé dans une expression douloureuse, témoigne de la brutalité de son assassinat. Une voix intérieure remet en question la version officielle, suggérant que cette mort ne serait pas un simple hasard. La victime, Suzuki Tomohito, un professeur de 26 ans dans le lycée préfectoral de la ville, vivait seul. Son corps a été découvert à l'aube du 12 novembre, abandonné sur une route peu fréquentée près de la rivière de la ville d'au-dessus. En raison de l'isolement des lieux, son corps n'a été retrouvé que plusieurs jours après sa mort, lorsqu'un passant l'a signalé à la police. Le corps de la victime présente plusieurs blessures par arme blanche, et la police a ouvert une enquête pour meurtre. Le lieu du crime se trouve à 2 km de chez lui, laissant penser qu'il s'y est rendu à pied. Sa disparition a été signalée le 8 novembre, lorsque l'école a demandé des recherches. Face aux similitudes avec d'autres meurtres, les autorités soupçonnent l'œuvre d'un tueur en série, surnommé le « 5e sacrifice du tueur fantôme de Kisaragi ». Le protagoniste exprime son inquiétude face à la violence du monde actuel. Il discute de la dernière victime, se demandant ce que Suzuki-san faisait dehors cette nuit-là. Le garçon suggère froidement que la victime a dû commettre une faute grave, une idée qui choque vivement la jeune fille. Le garçon remet en question la délicatesse de faire semblant de deviner de mauvaises théories, tandis que la jeune fille insiste que cela peut passer. Elle finit par se résigner, affirmant que, de toute façon, cette affaire ne la concerne pas vraiment. Au matin du 3 février, vers 8 heures, un corps est retrouvé près d'un canal dans le quartier résidentiel de Katsuragi. La victime, Kambayashi Riko, une designer publicitaire de 29 ans vivant avec sa mère, a été poignardée à plusieurs reprises par un objet tranchant. Elle avait quitté sa maison la veille à minuit pour aller au magasin de proximité et a été assassinée sur le chemin du retour. Ce meurtre est considéré comme le premier d'une série commise par le tueur impitoyable de Kisaragi. Le 6 mai, Kogure Yuta, employé d'une entreprise alimentaire locale âgé de 38 ans, est retrouvé mort dans le parking de l'entrepôt de son entreprise, poignardé à plusieurs reprises. La veille au soir, il avait annoncé à un collègue qu'il passerait par cette zone. Le 14 mai, le corps d'une femme, Tsubura Tamaki, employée au service médical de l'hôpital général de la ville, est découvert dans une ruelle d'Izumi. Elle a été attaquée sur le chemin du retour d'un restaurant, selon des témoins, et assassinée à l'arme blanche. Le 29 août à 11 h du matin, une jeune fille de 13 ans, Azama Sayaka, élève au collège Arukawa, est retrouvée effondrée et couverte de sang sur un chemin forestier à Ajiwara. Elle a été poignardée à de multiples reprises et est morte de ses blessures, ses parents ignorant qu'elle avait quitté la maison la veille avec seulement son portefeuille. Le 12 novembre, le corps de Suzuki Tomohito, un professeur de lycée de 26 ans, est découvert à Otsu. Il a été assassiné par plusieurs coups de couteau sur une route peu fréquentée, ce qui a retardé la découverte du corps, estimé morte dans la nuit du 7 novembre.
Le 14 novembre, à 16 h, un corps d'homme est retrouvé dans le parc forestier de Shinkawa. La victime, Nao Kengo, un employé de location de 22 ans, a été poignardé à mort. Son corps, difficilement visible depuis le chemin, a été découvert 2 jours après le décès. L'année touche presque à sa fin, mais l'identité du meurtrier reste toujours inconnue. Le silence persiste alors que les enquêtes piétinent. La jeune fille, pensive, évoque avec sérieux le tueur impitoyable de Kisaragi. Son compagnon, visiblement lassé, se montre peu enthousiaste à l'idée de reparler de cette affaire. Malgré tout, elle insiste pour qu'il l'accompagne, montrant son empressement à s'impliquer. 6 personnes ont été assassinées en l'espace d'1 an, mais l'identité du tueur impitoyable reste un mystère. La jeune fille insiste sur le fait qu'il y a bien trop peu de preuves pour avancer, même si c'est ce que l'on affirme officiellement. Son compagnon, sceptique, répond avec un certain détachement. La jeune fille explique que ces informations viennent entièrement des médias, qui affirment que rien n'a été trouvé sur les scènes de crime, ni empreintes digitales, ni traces de pas, ni images des caméras de surveillance. Son compagnon, incrédule, peine à croire qu'aucune preuve n'ait été découverte. Face à son scepticisme, elle se défend, surprise qu'il lui reproche d'être trop pessimiste. La jeune fille explique que les enquêtes piétinent car aucune preuve ni mobile n'ont été trouvées. Malgré la longueur de l'affaire, elle souligne que les victimes sont très différentes, ce qui exclut un simple règlement de compte ou un vol. Son compagnon reste dubitatif face à ces informations troublantes. Elle souligne que la seule chose commune aux victimes est la violence extrême de la méthode utilisée, suggérant que le coupable tue simplement pour le plaisir de tuer. Son compagnon doute qu'il n'y ait aucun mobile, évoquant une possible obsession. La jeune fille admet qu'une théorie à ce sujet existait dès le début de l'enquête. Elle explique que les 2 premiers cas étaient très similaires, survenus respectivement les 2 février et 5 mai, ce qui avait suscité un grand émoi sous le nom de meurtre Red Piggy. Cependant, cette hypothèse a été rapidement invalidée avec le 3e cas. Depuis, plusieurs théories ont émergé, mais la seule qui tienne un minimum est que le tueur agit par simple envie de tuer, même si jusqu'à présent, il reste complètement démuni. Le doute persiste quant aux motivations du tueur. Une question obsédante revient: pourquoi quelqu'un voudrait-il tuer des gens? Cette interrogation plane lourdement, sans réponse claire. Le protagoniste s'interroge sur l'obsession qu'il nourrit pour cette affaire, se demandant pourquoi elle le fascine autant. La jeune fille reconnaît cette vérité avec une certaine gravité. Elle se questionne à son tour, doutant d'elle-même et de ses propres motivations face à ce mystère. La jeune fille soulève une nouvelle hypothèse, se demandant s'il n'y aurait pas plusieurs coupables derrière ces meurtres. Elle admet que cette théorie n'est pas très populaire, mais elle semble y accorder un certain crédit. Le protagoniste, intrigué, lui demande d'en dire plus. La jeune fille explique que, malgré les appels des médias à qualifier ces crimes de meurtre en série, la police n'a jamais confirmé cette hypothèse. Elle souligne que le manque de preuves empêche toute conclusion définitive. Le protagoniste, intrigué, s'interroge sur la notion d'arme du crime, tandis qu'elle évoque les théories locales qui remettent en question l'existence d'un tueur unique, citant notamment la diversité des armes utilisées et la disparité des scènes de crime. La jeune fille explique que les blessures par arme blanche sur les corps varient, suggérant que les armes utilisées ne sont jamais les mêmes. Elle précise que cette observation alimente la théorie selon laquelle plusieurs coupables pourraient être impliqués. Le protagoniste, surpris, essaie de comprendre cette idée, tandis qu'elle confirme que cette diversité d'armes est un élément clé de cette hypothèse. Elle évoque la possibilité que le meurtrier original et un imitateur, ou même un groupe de coupables, agissent par roulement. Le protagoniste, inquiet, avoue que l'idée de plusieurs meurtriers lui paraît terrifiante. Elle s'interroge alors sur la nature de l'arme du crime, demandant si c'était un couteau. Elle revient sur la question de l'arme du crime, demandant si c'était vraiment un couteau. Le protagoniste admet qu'il l'a dit un peu à la légère, évoquant même la possibilité d'un couteau de cuisine. Puis, elle évoque une affaire passée qui lui vient à l'esprit en entendant parler d'un seul coupable, ce qui intrigue le jeune homme. Elle évoque une théorie selon laquelle le coupable des meurtres en série pourrait être lié à une ancienne affaire non résolue. Elle rappelle un cas où une écolière avait été tuée de manière très étrange, insistant sur le fait qu'il s'agissait bien d'un meurtre, et non d'un accident, ce que le protagoniste avait d'abord cru. Le protagoniste, un peu perdu, demande de quoi il parlait, tandis qu'elle lui reproche gentiment sa mauvaise mémoire. Elle revient alors sur une affaire vieille de 3 ans, une fillette, élève à l'école primaire, avait été assassinée dans un quartier résidentiel. Sa mort avait provoqué un tollé, car son cou avait été déchiré par de multiples coups de couteau, et le coupable semblait avoir voulu emporter sa tête.
Le protagoniste réalise soudain qu'il se souvient de l'affaire, mais reste surpris par cette révélation. La jeune femme précise qu'il y a un témoin certain, la quatrième victime, Azama Sayaka, qui portait des marques particulières sur son cou. Elle montre les nombreuses blessures par coups de couteau sur son cou, expliquant que le meurtrier tentait de lui couper la tête. Le protagoniste trouve cette idée trop tirée par les cheveux, pensant d'abord à une histoire de fantôme. Elle admet alors que ce n'était qu'un article qu'elle avait lu dans un magazine. Le protagoniste se remémore soudainement l'affaire macabre, réalisant que c'était bien le cas dont il parlait. Pourtant, il s'interroge sur sa propre fascination pour ce sujet si sombre. La jeune femme remarque que leur discussion part un peu dans tous les sens, ce qui le déstabilise. La jeune femme exprime son désir de voir le monde que seul le meurtrier perçoit, un lieu entre rêve et réalité, semblable à celui où elle se trouve. Le protagoniste, lui, doute de l'existence de cet endroit, estimant que sinon, tous ses actes n'auraient aucun sens. Cette réflexion profonde souligne la frontière floue entre réalité et illusion dans leur enquête. La jeune femme s'adresse au protagoniste en l'appelant par son nom, lui confiant qu'il est aussi intrigant et mystérieux à ses yeux qu'elle-même. Le héros, visiblement troublé, lui demande alors pourquoi ses yeux sont ainsi, cherchant à comprendre ce qu'elle cache. Une tension subtile s'installe entre eux, révélant une connexion profonde et complexe. La jeune femme, visiblement fatiguée, avoue vouloir encore parler un peu, mais reconnaît que c'est la dernière fois de l'année. Le protagoniste, un peu désabusé, lui souhaite bonne nuit en lui rappelant que ce sera pour l'année prochaine. Elle bâille, et il décide alors de partir, la trouvant désespérée. Le protagoniste murmure un dernier « bonne nuit » avant de s'éloigner. Dans le silence du couloir désert, il referme doucement la porte derrière lui, laissant derrière lui une atmosphère lourde et chargée d'émotions. Le protagoniste se rappelle qu'il doit être plus prudent avec ses paroles, visiblement préoccupé. Alors qu'il s'éloigne dans le couloir, une jeune fille pleine d'énergie l'interpelle joyeusement, l'invitant à venir manger des bols de bœuf avec elle. Son ton léger contraste avec l'atmosphère pesante qui précédait. Le protagoniste accepte finalement l'invitation avec un léger sourire, prêt à suivre la jeune fille. Une sensation familière et apaisante l'envahit, comme un son précis qui le transporte instantanément dans un monde onirique. Ses pensées s'éloignent, le laissant suspendu entre réalité et rêve. Le ton est posé mais un peu désinvolte alors qu'une femme souhaite une bonne année et d'une voix traînante. Le jeune homme répond simplement par un « yo ». Une autre fille, souriante, demande à Clarissa de préparer du thé, tandis que la femme aux longs cheveux noirs interpelle encore le groupe, cherchant à capter leur attention malgré leur attitude distante. Le jeune homme, un peu sur la défensive, demande ce qu'on attend de lui. La femme aux longs cheveux noirs le taquine sur son impatience et son manque de communication, évoquant même des questions gênantes sur sa vie intime. Malgré son ton provocateur, elle finit par lui souhaiter une bonne année et lui demande de bien s'occuper d'elle cette année, tandis que le garçon, un peu gêné, accepte à contre-cœur. La femme aux longs cheveux noirs félicite le jeune homme pour sa communication, le taquinant gentiment. Ce dernier réagit avec un air boudeur et lance une pique en l'appelant un vieil pot, ce qui provoque une menace amusante de sa part. Puis, la conversation dévie sur une cigarette que la femme tient en bouche, malgré ses précédentes déclarations d'avoir arrêté de fumer. Le jeune homme, un peu sur la défensive, demande sérieusement ce qu'on attend de lui. Il taquine la femme en suggérant qu'elle l'a appelé uniquement parce qu'elle avait besoin de communiquer. Elle confirme avec un sourire malicieux que c'est bien le cas, tout en allumant une cigarette malgré ses précédentes déclarations d'arrêt. La jeune femme apporte une tasse de café au garçon, expliquant que ce n'est pas elle qui voulait le voir, mais Clarissa, qui a demandé à le rencontrer. Le garçon écoute attentivement tandis qu'elle dépose la boisson devant lui. La femme aux longs cheveux noirs, toujours calme, remercie doucement. Le garçon et la jeune fille échangent des regards complices, un sourire naissant sur leurs lèvres. Elle semble sincèrement heureuse, illuminant la pièce de sa douceur. Installé dans une pièce remplie de livres, ils partagent un moment de calme, tandis que le garçon saisit une tasse de café, prêt à engager une conversation légère. La jeune femme, toujours calme, pose plusieurs questions personnelles, cherchant à en savoir plus sur la vie quotidienne du garçon. Ce dernier, visiblement agacé, lui rappelle qu'il n'est pas impatient et la trouve insistante. Elle reste impassible, justifiant son intérêt par son rôle, tandis qu'elle continue de fumer tranquillement. La femme, toujours calme, avoue s'inquiéter pour lui et lui demande si son habitude de vagabondage est guérie. Le garçon, un peu surpris, admet que c'est en partie grâce à elle, puis, elle change brusquement de sujet en lui demandant son avis sur un tueur en série, ce qui déstabilise nettement notre héros. La femme évoque soudainement le tueur en série dont tout le monde parle,
suggérant que le garçon pourrait l'avoir croisé lors de ses errances nocturnes. Le jeune homme réagit avec scepticisme, rejetant cette idée d'un simple « comme si ». Elle réfléchit un instant, visiblement intriguée par sa réponse. La femme, d'un ton calme et posé, interroge notre héros sur sa connaissance d'un certain Kitsune. Le garçon reste silencieux, son regard fixe trahissant une légère surprise ou réflexion face à cette question inattendue. Le garçon caresse doucement un chat qui se roule de plaisir sous ses mains. Une jeune fille, accroupie non loin, observe la scène avec un air calme et attentif. Soudain, elle lève les yeux vers un oiseau qui s'envole au-dessus d'eux. La jeune fille affiche un sourire doux et apaisant, tenant tendrement un petit chat noir contre elle. Son expression reflète une sérénité presque enfantine, contrastant avec l'atmosphère lourde des révélations précédentes. Dans une ruelle tranquille, le protagoniste avance d'un pas calme, une voix familière l'interpelle avec enthousiasme. Il répond simplement par un viot tandis qu'une jeune fille, accroupie près d'un chat, le remarque avec un sourire doux. Allongée par terre, la jeune fille taquine doucement le chat tout en reprochant au protagoniste son immobilisme. Elle l'appelle plusieurs fois, lui rappelant qu'il avait promis de ne pas sortir pendant les vacances de printemps. Ce dernier, l'air nonchalant, répond qu'il avait quand même des choses à régler. Shin-chan demande à la jeune fille s'il est là. En parlant du propriétaire de l'immeuble, elle répond vaguement, hésitante, tandis qu'elle se fait taquiner par lui. Le chat noir, témoin de la scène, semble grogner alors qu'il discute de la venue du protagoniste chez le propriétaire. Shin-chan se laisse approcher par le chat noir qui grimpe sur son épaule en miaulant doucement. Il avoue vouloir simplement établir un petit lien avec elle, cherchant une forme de communication. Shin-chan interroge la jeune fille sur le terme kitsune, cherchant à comprendre sa signification. Elle semble hésitante, incapable de donner une réponse claire, ce qui laisse planer un certain mystère autour de ce mot. Leur échange révèle une incompréhension mutuelle, renforçant l'ambiguïté de la situation. La jeune femme explique que kitsune est un surnom, avouant ne pas connaître le vrai nom de la personne concernée. Elle s'adresse au protagoniste en évoquant son goût pour les objets brillants, et suggère qu'il pourrait collectionner des lames, tout en manipulant un couteau en papier. Le jeune homme, intrigué, commence à demander pourquoi. Shin-chan réalise que la jeune fille aime parler, ce qui le surprend un peu. Une autre femme, souriante et posée, explique qu'il est courant pour les hommes de s'intéresser à ce genre de choses, et qu'elle comprend parfaitement cet intérêt sans le réprimander. Elle ajoute avec malice que même des femmes comme elle peuvent partager cette fascination. Elle explique que certains peuvent être attirés par ces objets étranges et inhabituels, développant ainsi un hobby secret. Shin-chan écoute attentivement, intriguée. Elle conclut en précisant que ce qu'il tient est une épée. La femme explique au protagoniste qu'elle possédait autrefois une épée, un trésor précieux qu'elle chérissait énormément. Elle confie cependant l'avoir perdu, ce qui semble lui peser. Son regard sérieux souligne l'importance de cet objet pour elle. Elle révèle que son épée a été volée il y a longtemps par des individus sans valeur, une perte qu'elle regrette profondément et qu'elle cherche encore à récupérer. Shin-chan, pensif, observe la scène tandis qu'elle allume une cigarette, exhalant lentement la fumée, signe de son agitation intérieure. Elle interroge le protagoniste sur l'origine de sa collection, évoquant un certain kitsune dont elle a entendu parler par des patients de la clinique. Elle explique que dans cette ville, pour obtenir quelque chose de dangereux, il faut passer par cet homme mystérieux. Son regard perçant souligne l'importance de ce nom. Shin-chan, d'un ton détaché, affirme ne jamais avoir entendu parler de cet homme mystérieux. Il confirme cependant vouloir connaître la localisation de son épée, intrigué par le fait que ce type la détienne. La jeune femme, observant son interlocuteur, remarque que ses expressions faciales sont moins expressives que celles des autres. Elle avance lentement en expliquant que cette épée est en réalité un objet volé, ayant changé de main à de nombreuses reprises avant d'arriver en ville. Elle confie avoir entendu cette rumeur, tout en s'adressant directement au protagoniste, convaincue qu'il serait la personne la mieux informée à ce sujet. Une jeune femme monte lentement les escaliers, ses pas résonnant dans le couloir vide. Dans une autre pièce, une voix appelle avec insistance, « Lisa », tandis qu'un homme rassure en souriant, lui disant qu'il n'y a pas besoin de s'excuser. Shin-chan, calme, présente ses excuses, tandis qu'une autre voix l'appelle à son tour avec enthousiasme. Une jeune femme entre en bâillant bruyamment, appelant Lisa avec insistance et réclamant du jus. Son arrivée attire l'attention du protagoniste, qui la remarque immédiatement. Elle se dirige ensuite vers une pièce où plusieurs personnes sont réunies. Shin-chan échange des salutations familières avec plusieurs personnes, dont une jeune femme encore endormie. Soudain, une autre jeune fille,
surprise, demande avec insistance pourquoi Shinya est là, manifestant clairement son étonnement face à sa présence inattendue. Un chat noir miaule doucement, attirant l'attention du protagoniste qui le tient contre lui, une voix féminine appelle avec insistance, Lanlore, tandis qu'une jeune fille s'avance rapidement dans une ruelle, répétant son appel avec urgence. La jeune fille cherche quelqu'un en appelant, visiblement incertaine de sa présence, un homme mystérieux surgit dans l'ombre, reconnaissant Shintaro avec un ton moqueur, ce dernier, calme, explique qu'il est venu pour présenter ses vœux du nouvel an. Shin-chan salue respectueusement Meijitsun-san, qui lui répond avec un sourire chaleureux, soulignant sa dévotion, une atmosphère de reconnaissance et de complicité s'installe entre eux. Au cœur du Japon, dans la métropole, une silhouette mystérieuse apparaît soudainement, cette personne, armée d'un katana à la lame terne, se dresse pour combattre les vilains tapis dans l'ombre, ainsi renaît l'affaire des Tsujijiri à l'époque moderne, où même les justiciers sont enveloppés de ténèbres. Le protagoniste révèle les 3 premières victimes de sa justice implacable, un politicien corrompu, un faux artiste aux actes immoraux, et une femme influente d'un groupe religieux dangereux. Chacun a été puni sans aucune clémence, sous le signe d'une rétribution divine. Leur sort illustre la sévérité de cette vengeance qui frappe sans distinction. Cependant, punir le mal par le mal reste une faute impardonnable, le justicier, désormais rejeté, disparut soudainement, ne laissant derrière lui que le mystère de son absence, son destin demeure inconnu, tandis que l'ombre de ses actes plane toujours. Dans un petit bureau exigu, 2 complices scrutent attentivement un écran d'ordinateur, l'un, intrigué, demande si ce qu'il voit est bien réel, tandis que l'autre, avec un sourire malicieux, confirme sans hésiter, une nouvelle étape semble sur le point de se dérouler, nourrissant leur curiosité et leur détermination. Un des complices exprime son doute en s'interrogeant sur l'identité d'une femme liée à une affaire ancienne, l'autre, sûr de lui, insiste sur la véracité des informations qu'il consulte, il réalise alors que l'affaire remonte à 15 ans, ce qui complique encore davantage la situation. Le véritable visage de l'assassin aux méthodes d'un autre temps est enfin révélé, contre toute attente, il s'agit d'une femme, Azumi Seko, cette révélation bouleverse leur enquête et donne un nouveau souffle à leur quête de vérité. Le protagoniste peine à croire à cette version des faits, tandis que son acolyte s'interroge sur le mobile qui aurait pu pousser Azumi à agir ainsi. Une autre voix rappelle que cette explication est bien celle donnée par la suspecte elle-même, qui évoque un plan de réforme mondiale, justifié par sa jeunesse et son imprudence. L'absurdité de ses propos suscite un rire nerveux, tandis que le doute s'installe sur son état lors de ses déclarations. Le protagoniste se remémore les propos confus de la suspecte, affaiblie par l'alcool, qui affirmait soudainement avoir été appelé assassin. Son acolyte doute de la véracité de ses paroles, les attribuant à l'effet de l'alcool. Malgré tout, une part de lui reconnaît que ce qu'elle a dit semblait étrangement réaliste. Le protagoniste apprend avec surprise qu'Azumi était étudiante à l'université avant d'abandonner, invoquant ses études comme raison. Son acolyte se moque de la suspecte, la qualifiant d'idiote prétendant être psychiatre, ce qui accentue leur scepticisme face à ses déclarations. La conversation avec Akane remonte à plus d'1 an, et le protagoniste aurait préféré ignorer le passé de cette connaissance. Il avoue ne presque rien savoir sur Azumi Seko et n'éprouve aucun désir d'en apprendre davantage, que ce soit sur ses opinions ou ses valeurs. Le protagoniste hésite à revenir sur les événements qui l'ont conduit à découvrir le passé d'Azumi, mais il soupçonne que tout cela est lié à un tueur en série non identifié. Il exprime aussi son exaspération face à ses problèmes récurrents avec les femmes. Le protagoniste confronte Akane, qui confirme sans hésiter que le katana utilisé à ce moment-là est bien celui dont il parle. Il admet avoir déjà entendu ces divagations auparavant, montrant une certaine lassitude face à ces révélations répétées. Leur échange révèle une tension sous-jacente autour de cette arme et des événements passés. Akane explique que l'attachement de Seko au katana s'inscrit dans une tradition familiale ancienne, où les ancêtres ont longtemps manié l'arme. Elle peine à se souvenir du nom exact de l'épée, mais précise que celle dont il parle appartenait au grand-père de l'arrière-grand-père de Seko. Le protagoniste écoute, visiblement dubitatif. Akane explique que le katana est un héritage familial précieux, ce qui explique la réaction excessive de Seko à son vol. Le protagoniste, inquiet, se demande pourquoi Shinya s'en préoccupe autant, sentant que la situation pourrait mal tourner. La scène se conclut sur l'immeuble Kuro, suggérant un changement de lieu ou une nouvelle étape dans l'enquête. Alors que la nouvelle année est évoquée, une femme au regard malicieux interroge Shinya sur ses vacances, taquinant le jeune homme avec un surnom familier. Ce dernier répond simplement qu'il a surtout dormi,
tandis qu'elle suggère avec un sourire qu'il pourrait être venu la voir pour un cadeau de Nouvel An. La femme sourit avec malice, affirmant qu'elle est tout de même membre de la société. Le protagoniste, un peu gêné, refuse poliment une proposition, mais elle insiste en lui offrant d'emballer un cadeau pour lui. Alors qu'il marche dans un couloir, elle se demande si le jeune homme en veut un aussi, le laissant perplexe sur la marche à suivre. Le protagoniste réalise que l'épée en question possède une histoire particulière et Kazumi Seko est à sa recherche. Pris de panique, il comprend que cette épée est un bien volé et se reproche de l'avoir vendue. Le protagoniste avoue intérieurement qu'il a déjà vendu cette fameuse épée. Il réalise avec inquiétude qu'il l'a cédée à Meijitsun-san, celle qui la recherche activement. Le protagoniste se remémore que Meijitsun-san a acheté l'épée sans hésiter. Pour elle, un objet chargé d'histoire avait une valeur particulière. Il comprend que c'est parce qu'elle était une véritable collectionneuse qu'elle tenait tant à cet objet. Les véritables couleurs de Meijitsun Kuro se révèlent, c'est une nécromane, elle nourrit une fascination morbide pour les cadavres, ce qui explique son obsession pour l'épée. Meijitsun Kuro voue une fascination morbide pour la mort imminente des personnes et les cadavres en décomposition, un hobby incompréhensible pour le protagoniste. Elle lui a même montré de force sa collection macabre, composée uniquement de corps morts. Cette obsession dérangeante révèle toute l'ampleur de sa nature nécromane. Parfois, des personnes comme elle développent une fascination particulière pour les objets ayant appartenu aux morts, comme un couteau utilisé par un meurtrier ou un collier taché du sang d'un cadavre. Ce goût morbide révèle pleinement la nature singulière de ce type d'individu. Le protagoniste confirme que l'objet appartient à celui à qui il l'a donné. L'autre personnage, un sourire aux lèvres, demande s'il peut vraiment posséder cette épée. La narration souligne que cette arme a désormais pris une valeur bien plus grande qu'auparavant. Le protagoniste redoute la rencontre entre Azum Seko et Meijitsun Kuro, craignant les conséquences de leur affrontement. Il considère que l'épée est déjà une source de problèmes imminents. Déterminé, il décide qu'il doit absolument récupérer cette arme avant que la situation n'empire. Le protagoniste distribue des cadeaux du Nouvel An à ses compagnons, suscitant leur surprise et leur gratitude. Chacun reçoit un présent, y compris Shinbu, qui accepte avec un certain étonnement un objet étrange en retour. L'ambiance reste légère, malgré la tension sous-jacente. Un personnage interpelle Shinbu en évoquant une affaire mystérieuse intitulée « La résurgence moderne du Tsujijiri ». Cette mention intrigue immédiatement le protagoniste, qui cherche à comprendre la portée de cette révélation. Une tension palpable s'installe alors que l'énigme laisse présager de nouveaux développements. Les obstacles s'enchaînent sans répit, implacables. Malgré tout, notre héros ressent une étrange vitalité au cœur de ces épreuves incessantes. Il s'imagine même que Dieu lui-même pourrait comprendre cette lutte acharnée. Une silhouette mystérieuse apparaît dans l'embrasure de la porte, vêtue d'un manteau sombre et d'une tenue brillante, tenant une arme à la main. Son regard est impénétrable, et son attitude dégage une froide détermination. Ce personnage incarne une menace silencieuse, prête à agir dans l'ombre. Un échange s'engage entre deux personnages. L'un, souriant et curieux, cherche à obtenir des informations, tandis que l'autre, plus réservé, finit par accepter de révéler ce qu'il sait. Dans le silence qui suit, des pas résonnent, annonçant une présence qui s'approche lentement. Un homme entre précipitamment dans une pièce sombre, tandis qu'une silhouette féminine l'observe en silence. La tension monte, un cri éclate, et l'homme semble chercher quelque chose dans les étagères. Soudain, une main gantée saisit fermement un couteau, signe d'un danger imminent. La femme reste immobile, son regard fixé vers la source du bruit, prête à réagir. Notre héros, le regard sérieux, se demande s'il s'agit d'un test. En face, une femme souriante parle sans cesse, évoquant des termes comme machine gun et katana, tandis que le protagoniste semble de plus en plus agacé par ce flot de paroles. Shin-chan se sent submergé et fatigué, aspirant simplement à une pause loin de tout ce tumulte. Il s'interroge sur la nature de cette épreuve, doutant même d'en tirer une quelconque leçon. Son intuition lui souffle un mauvais pressentiment face à cette situation étrange et déroutante. Shin-chan remarque que cette femme aborde le même sujet que l'autre, comme si elles conspiraient ensemble. Il sent qu'il y a quelque chose de caché derrière tout ça, une vérité qu'il doit découvrir. Même s'il redoute cette révélation, malgré son aversion, il comprend qu'il n'a pas le choix et doit chercher ce quelque chose. Shin-chan, déjà à bout, interrompt la femme en lui demandant d'arrêter avec ses histoires de slasher, qu'il associe clairement à ses obsessions. Malgré son agacement, il essaie de la ramener à l'essentiel, frustré qu'elle évoque encore ce fameux Tsujijiri. La femme, enthousiaste, insiste pour raconter une nouvelle anecdote,
ce qui pousse notre héros à tenter de stopper son flot de paroles avant qu'elle ne s'emballe davantage. La femme, souriante et confiante, rappelle au protagoniste qu'elle a récupéré un katana de sa part, ce qui attire immédiatement son attention. Le héros, les yeux écarquillés, confirme avec intensité que c'est bien le katana qu'il cherchait. Shin-chan interroge la femme sur le nom inscrit sur le katana, cherchant à confirmer son identité. Elle répond avec enthousiasme que c'est bien « Son of the Mist », déterminée. Elle affirme vouloir découvrir la véritable nature de ce katana, tandis que le héros semble intrigué par cette quête. Shin-chan s'interroge sur la véritable identité du katana, cherchant à en savoir plus. L'homme aux lunettes explique que rien de concret n'est connu à son sujet, qu'il s'agit d'un objet négligé qu'une famille a volontairement laissé passer. Il insiste sur le fait que c'est tout ce qui a été rapporté à ce jour. L'homme aux lunettes questionne la véracité du katana, cherchant à savoir s'il est vraiment authentique. Le héros, intrigué, demande ce qu'il entend par « authentique » et où il veut en venir. L'homme révèle alors qu'il y a un mois, un de ses amis a été tué, laissant entendre un lien avec cette histoire. L'homme aux lunettes révèle que son ami a été tué, mais précise que l'histoire n'est ni triste ni dramatique. Il explique que cet ami était un mauvais garçon, impliqué dans des affaires douteuses liées à la drogue dans le Nord. Il termine en demandant au héros comment il pense que cet homme a été assassiné. L'homme aux lunettes décrit avec intensité la manière dont son ami a été assassiné, tranché en deux par un objet semblable à un katana, complètement anéanti. Le héros écoute, intrigué, tandis que la tension monte entre eux. L'homme aux lunettes révèle que son ami était un excellent trafiquant et qu'il a lui-même obtenu beaucoup de choses grâce à lui. Il confie qu'il s'est mis à chercher petit à petit pourquoi cet homme a été tué, intrigué par cette affaire, puis, avec un sourire énigmatique, il annonce qu'une découverte intéressante est survenue au cours de ses investigations. Shin-chan brandit un katana, déterminé, en révélant que plusieurs autres personnes impliquées dans le même trafic ont été assassinées. Il insiste sur le fait que tous ont été éliminés, soulignant l'ampleur de la menace. Une atmosphère lourde de menace s'installe alors qu'il s'avance dans la pièce. L'homme aux lunettes, un sourire en coin, révèle qu'il a pu interroger d'autres connaissances et obtenir des images de la scène de crime. Shin-chan, concentré, écoute attentivement. Une goutte de sueur perle sur son visage, traduisant la tension qui monte. Un personnage au regard fébrile affirme avec une conviction effrayante que ces meurtres sont l'œuvre du Utsujiri. Il s'interroge ensuite avec angoisse sur la raison de leur retour après 10 ans d'absence. Shin-chan, abasourdi, s'accroupit en se tenant le visage, incapable de comprendre ce qu'est en train de faire Azum Seko, son esprit est en proie à la confusion et à l'incrédulité face à cette scène inattendue. Shin-chan, tendu, essaie de se convaincre que tout cela n'est qu'une illusion, mais soudain, Azum Seko s'approche brusquement, le saisissant avec insistance. Son regard intense et son ton pressant laissent clairement entendre qu'il exige une réponse immédiate. Son regard devient fou, presque dément, alors qu'il brandit le katana ensanglanté. Il exige avec une urgence terrifiante qu'on lui révèle l'origine réelle de cette arme et à qui appartient ce sang qui a rouillé la lame. Son obsession pour cette prémonition le pousse à réclamer une confirmation immédiate. Shin-chan fixe intensément Azum Seko, sa voix calme mais ferme réclamant le katana. Il demande à Meijitsun-san de lui rendre cette arme, laissant planer un silence lourd de tension. Face à cette requête inattendue, Meijitsun-san reste figé, surpris et sans voix. Shin-chan affirme avec calme que ce katana est devenu important et exige qu'on lui rende. Azum Seko, surpris, lui demande de répéter ce qu'il vient de dire, visiblement incrédule. Pendant ce temps, Meijitsun-san, accroupi, met en garde contre les dangers de trop s'attacher à cette arme, insistant sur la nécessité de protéger Satsuki sans se laisser submerger par ses pensées. Shin-chan réagit avec colère, refusant que leur relation contractuelle soit invoquée pour justifier quoi que ce soit, affirmant que sa seule intention est de protéger l'enfant. De son côté, Azum Seko, d'un ton calme mais sérieux, explique que ce katana ne lui appartient pas et que c'est difficile pour lui de le dire. Azum Seko, encore sous le choc, peine à croire ce qu'il entend. Shin-chan précise qu'il ne demande pas simplement à récupérer le katana, mais qu'il compte préparer un substitut en échange. Cette annonce laisse Seko bouche bée, incapable de réagir immédiatement. Alors que le protagoniste s'éloigne, une jeune fille apparaît soudain, rayonnante, et l'appelle joyeusement par son prénom, illuminant l'atmosphère d'une touche de légèreté. Malgré lui, notre héros est rongé par une obsession terrible. Assis seul dans une pièce remplie de livres, il semble à la fois calme et tourmenté, son regard profond trahit un conflit intérieur intense. Une jeune fille déborde d'énergie en criant de joie,
tandis que notre héros, plus réservé, s'excuse de l'avoir fait venir. Il remarque qu'elle semble vraiment épuisée, ce à quoi elle répond avec un sourire qu'elle est simplement excitée de passer du temps avec lui pendant les vacances. Shin-chan, essoufflé, demande enfin s'il a bien reçu ce qu'il voulait. La jeune fille, rayonnante, confirme avec enthousiasme qu'elle a bien apporté ce cadeau, le montrant fièrement, son sourire éclatant illumine l'instant, apportant une touche de légèreté à leur échange. Shin-chan propose d'apporter quelque chose en échange du katana. La jeune femme, intriguée, répète le mot au substitut avec surprise, puis éclate de rire. Elle finit par lui dire qu'il a son attention, mais lui demande de ne pas la mettre dans l'embarras. Shin-chan tient une clé USB étrange dans sa main. La jeune femme, avec un sourire à la fois malicieux et inquiétant, révèle que cette clé contient une collection sordide laissée par un certain Suzuki Tomohito, des vidéos de meurtre. Shin-chan observe avec froideur une vidéo macabre, tandis que la jeune fille, sombre et déterminée, exprime un mélange de regret et de gratitude. Elle reconnaît que malgré la mort des victimes, leur plan a pu être mené à bien grâce aux obsessions perverses de Suzuki Tomohito. En feuilletant les disques, elle semble prête à exploiter cette sinistre collection pour leur propre dessein. Shin-chan exprime son incompréhension face à l'obsession de filmer et de regarder de telles horreurs, tout en supposant que Meijitsun pourrait accepter cette réalité. La jeune femme, souriante et confiante, souligne l'importance de la prudence, avant de remercier notre héros pour son aide, qu'il accepte avec un léger sourire. Leur échange se conclut sur une note légère, malgré la gravité du sujet. Un sourire énigmatique accompagne la remarque sur le fait de prêter quelque chose d'inhabituel à Shinya-kun. Une main gantée tend un petit objet, tandis que le protagoniste, allongé, tend la sienne pour le recevoir. Son regard s'ouvre soudain, trahissant une surprise ou une prise de conscience. Un silence soudain s'installe, interrompu par le regard surpris de la jeune femme. Shin-chan, toujours allongé, semble soudainement troublé, ses yeux se fixant intensément sur elle. Il murmure, hésitant, comme s'il venait de faire une découverte importante, tandis qu'elle, inquiète, lui demande ce qui ne va pas. La jeune femme, assise sur le lit, interroge notre héros avec surprise, lui demandant s'il était vraiment au nez de café. Son regard devient soudain plus intense, presque accusateur, alors qu'elle lui demande s'il a écouté ce qu'elle disait. Un léger sourire nerveux apparaît sur son visage, trahissant son malaise face à sa propre question. Shin-chan, inquiet, demande si elle a aussi fait quelque chose à Azumi et Meijitsun. La jeune femme, un peu gênée, avoue timidement qu'elle a effectivement agi, mais que ce n'était qu'un petit geste. Elle a simplement donné quelques informations à cette mystérieuse femme de Seiko. Elle explique qu'elle a d'abord envoyé un message vague, prétendant que la personne appelée Kitsune possédait ce qu'il cherchait, sans vraiment s'attendre à un résultat. Puis, voyant les effets de cette première tentative, elle a été plus précise la deuxième fois, affirmant que le katana se trouvait actuellement à Kisaragi City. Shin-chan, surpris, demande pourquoi elle a fait cela. Elle lui répond calmement que le katana est probablement caché, rappelant le moment où il l'a pris à son emplacement d'origine. Elle explique que c'était pour pouvoir le remettre à cette mystérieuse femme appelée Kitsune. Shin-chan murmure les noms Azumi, Yuji, réalisant leur importance. Elle remarque qu'il a instinctivement caché ce nom à la mystérieuse femme de Seiko, comme si un réflexe l'avait protégé. Elle l'interroge alors, soulignant que ce nom lui est revenu en mémoire à cause de cette femme. Elle avoue avoir simplement donné un petit coup de pouce, convaincue que Shinya avait ressenti la même chose qu'elle en écoutant la conversation au cybercafé. Shin-chan, perplexe, lui demande alors ce qu'elle cherchait vraiment à accomplir. Elle répond calmement qu'elle voulait simplement déstabiliser la femme de Seiko et la mystérieuse Kitsune. Elle avoue avec un sourire malicieux qu'elle a aussi voulu semer le trouble en utilisant Ratling, ce vampire et le slasher. Shin-chan la regarde, intrigué par cette révélation inattendue. Shin-chan, visiblement troublé, semble lutter avec ses émotions, prenant un moment pour se reprendre. La jeune fille, curieuse et un peu taquine, lui demande alors s'il est vraiment en colère. Il finit par essuyer son visage d'un geste sec, affichant un regard dur et déterminé. Ainsi, celui qui a obtenu, celui qui n'a pas pu obtenir, et pourtant celui qui a récupéré. La jeune fille accueille chaleureusement le protagoniste avec un sourire malicieux, l'appelant Oni-chan. Ce dernier, un peu surpris, répond simplement par un « Hey ». Malgré le froid extérieur, il admet avoir enlevé le kotatsu, ce qui intrigue la jeune fille qui le taquine sur son insensibilité au froid. Shin-chan se rassure en se disant qu'il n'a pas ramené le kotatsu chez lui, évitant ainsi un danger. La jeune fille examine un objet long et lourd,
se demandant de quoi il s'agit, peut-être du métal. Une autre voix, amusée, trouve la situation à la fois intéressante et ennuyeuse. Shin-chan, quant à lui, fixe intensément, révélant que cette katana a une signification particulière pour lui. Shin-chan révèle que ce katana n'est pas le célèbre Tsujijiri-s, mais une épée transmise au sein d'une famille. Il précise que la vie fauchée par cette lame est totalement différente de celle liée aux assassinats connus. La jeune fille, surprise, s'interroge sur ses connaissances et son savoir précis. Shin-chan révèle avec calme que la vie fauchée par cette épée est celle de sa mère, celle qu'il partage avec sa sœur. Cette révélation ajoute une lourde dimension personnelle à l'histoire de la lame.